How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi. On est réchauffé pas mal, nous autres, là. On a fait un bon bout. On était sur Prime. On vient de finir Radio Pirate Prime avec... Jerry était là, Mr. White, comme à l'habitude. Et on avait Stéphane Bruyère. Plein d'énergie, notre chum Steph. On a parlé de plein d'affaires. On a eu du plaisir, matin. On a eu du plaisir parce qu'on est à la chasse au woke. Oui, ok, oui. La chasse au woke est ouverte. Et non, c'est parce que... Quelle époque, hein? Ah, quelle époque. Quelle époque incroyable. Quelle époque. Quelle époque. Faut dire que c'est pas une grosse chasse, là. Il y en a partout. Ouais, ça naît de la chasse. Mais je veux dire, c'est comme si t'allais de la chasse chez les démarrais à Sagar. Donc, oui. il y a des oiseaux, puis il y a des bébites partout. Donc, c'est facile d'avoir l'air d'un champion. Pas très dur à trouver. Puis, hey, je vais être un retour sur Twitter après quelques semaines. Je dirais quasiment 3 semaines. Quasiment un mois. Quasiment un mois où je n'étais pas tellement... j'ai trop d'affaires dans la tête. Puis, je n'avais pas le temps, ben. Donc là, j'ai fait un petit retour. Et savez-vous quoi? Quand vous quittez Twitter avec votre compte et que vous n'êtes pas actif, quand vous revenez, vous devez repartir votre compte. C'est capoté, hein? Parce que... Ben oui, il n'y a plus... tout est fait pour que tu sois là souvent. Donc, si tu y vas une fois de temps en temps, il va te pénaliser parce que tu n'es pas là. Donc, le nombre de vues, etc. C'est malade, là, comment c'est fait avec les algorithmes. C'est là pour parce qu'ils jouent avec les likes. Là, tu dis, hein, comment ça? Puis là, surtout avec l'histoire de combien de gens l'ont vu. Là, c'est une nouvelle patente, ça. Là. Les gens disent, hey, rejoins mon post, es-tu vu, etc. Donc, tout est fait pour qu'on soit là plus souvent, pour qu'eux autres aient de bons chiffres, puis qu'il y ait de la pub, etc. On a vu que Elon Musk, en passant, parlait qu'il allait avoir une version abonnement. Est-ce que c'est le Blue, pas tant de choses, probablement, mais ce qu'il dit, c'est que la pub, il y en a de plus en plus là, sur Twitter, comme n'importe quel réseau social. Entre autres, un de ceux qui en a le plus, je trouve. Puis, elle me déplaît pas tant que ça, parce que c'est souvent des choses qu'on aime, puis plus souvent qu'autrement, des fois, je clique dessus de compagnies que je connais pas trop, mais je trouve que Instagram est probablement le réseau qui en a le plus. Puis c'est beaucoup de compagnies de linge, puis de patentes de scie. Oui. Puis il y en a beaucoup, là. Tu regardes 7-8 publications, une annonce. 6-7 publications, une autre annonce. Sur Twitter, on n'est pas là encore, mais il y en a quand même. Et ce que Elon Musk dit, c'est que vous allez pouvoir avoir un abonnement pour éliminer la pub. Donc, il prend toutes sortes de trucs que d'autres ont pris, mais tu vois que le gars... tu te demandes comment ça se fait que Twitter existe depuis 10 ans, qu'il y avait 8000 employés alors qu'ils sont rendus 1700, qu'il y avait des boss payés des salaires de fous, puis que tout ce que Elon Musk avance, que ça n'avait pas été déjà inventé par la direction qui était là, c'est quand même surprenant. Ça viroyait en rond pas mal, d'après moi. Là. Jerry, t'es de bonne humeur, mon ami? Oui, de bonne humeur. Okay. De bonne humeur. Donc, je suis tombé... hier soir, j'ai repris une série télé, Fauda. Ouais, il y a une nouvelle saison de ce que je comprends, hein? Une nouvelle saison qui vient d'arriver, là, fait que j'ai tombé là-dedans. Là, c'est la 4e saison. Fait que j'aime bien ça. Est-ce que ta blonde aime ça? Ma blonde ne l'a pas écouté. Okay. Elle est en train de. Okay. Non, mais je veux savoir parce que de ce que j'ai vu, c'est plus gars que fille. Oh, c'est très gars. OK. C'est très, très gars. Non, les filles, je pense pas qu'ils vont aimer ça. Non. Moi, j'ai écouté la 2e parce que ça sort au compte-gouttes. J'ai écouté la 2e de la 2e saison de Mayor of Kingstown. Oui. Mayor of Kingstown, c'est sur Paramount Plus. On vous en parle souvent de Paramount Plus. C'est la même gang. C'est la même gang que Yellowstone. C'est la même gang que Tulsa King avec, voyons, comment ça s'appelle, Sylvester Stallone. C'est Taylor Sheridan qui a fait cette série-là. C'est avec le gars qui a eu l'accident pendant le temps des fêtes avec son snowmobile, je ne sais pas trop quoi, là, qui s'est cassé, c'est 30 os qui s'est cassé. Pendant cette patente-là. Donc, Jeremy Reiner, je pense que je le nomme comme du monde, c'est lui le maire de Kingstown. Et je peux vous dire une affaire, c'est que ceux qui aiment... Tu sais, on est dans une époque où tout est...
Tout est devenu un peu comme... tout le monde devient un peu fou là, quand ça brasse un peu. Il y a des gens qui ont vu la vidéo de Donald Brashear. Oui. Puis là, ils se disent, hey, Donald Brashear qui se bat, il y a une vidéo, il en bat 2 en même temps. Oui, mais c'est du hockey dans une ligue senior, puis c'est Donald Brashear. Là. Je veux dire, vous attendez à quoi, là? Je veux dire, mais là, c'est comme si... Il y a beaucoup de mitaines. Disons ça comme ça, là. Regarde, si vous êtes des mitaines, tout vous fait peur. Écoutez pas The Mayor of Kingstown, vous allez trouver ça trop violent. C'est clair, vous allez trouver ça. La première de la saison numéro 2 est vraiment violente, mais la deuxième est encore plus violente. Donc, si vous avez peur quand vous voyez Donald Brashear se battre sur une patinoire avec des gars contre qui il joue au hockey alors qu'il s'est probablement fait écœurer de la game, regardez pas ça. Là. C'est pas pour vous autres, vous êtes trop... je sais, les pirates sont pas de même, mais on connaît des gens qui sont un peu... momounes, mais il faut dire aussi que l'époque est un peu spéciale. Donc, dans mon tweet que j'ai envoyé on a parlé passablement, on a eu du plaisir ce matin sur Radio Pirate Prime, mais juste plus vite de même sur live, juste vous dire que petit clin d'œil sympathique à toutes les nouvelles qui sortent. Puis, je pense que c'est un peu ce que je disais à Steph Bruyère. Steph Bruyère me disait, tabarouette, t'es donc bien donnant matin. Au contraire, c'est pas pour donner, c'est l'inverse. C'est pour, d'abord, qu'on se réveille un peu parce que, tu sais, à un moment donné, il arrive des nouvelles affaires, puis on sait pas trop où s'y mettre là-dedans. On se dit, qu'est-ce qui arrive? Puis là, t'attends un peu les réactions parce que tu sais que c'est des sujets qui sont touchés, puis que si jamais tu dis ce que tu as envie de dire, ben ça peut te mettre dans l'embarras. OK? Puis, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai admiré cette semaine le gars des Flyers. Moi, j'ai admiré le gars des Flyers, puis j'ai admiré encore plus la réponse du coach des Flyers. Tortorella, qu'on a. C'est peut-être un coach un peu dépassé, je ne sais pas. Là, je suis pas assez le hockey pour savoir s'il est encore un bon coach. Mais ce que j'aime de lui, c'est que c'est un vrai de vrai. OK? Peu importe où il a passé, il n'y a personne qui ne peut pas dire que John Tortorella, c'est pas un vrai. Et lui, il l'a défendu. En fait, il ne l'a même pas défendu. Il a juste dit, écoutez, lui, il suit ses valeurs. Puis, cette patente-là, il n'est pas à l'aise avec ça. Malheureusement, il y a des gens qui ont interprété ça comme « Ah, ben lui, il est contre les gays, c'est un homophobe, etc. » C'est pas ça. La soirée, c'était pas une soirée pour les gays. C'était une soirée LGBTQ+. Et ça encadre... Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Là. Il y a beaucoup de gens gays sont pas très à l'aise avec tout ce qui se passe dans le mouvement LGBTQ+, hashtag, je sais pas trop quoi. Là. Donc, pour quelqu'un qui a des valeurs plus religieuses, qui a été élevé dans un pays, dans une culture avec, je dirais, des valeurs plus conservatrices, ben là, le milieu, tu sais, bon, on va se le dire, 2 hommes ensemble, pas très impressionnant. 2 femmes ensemble, pas très impressionnant. Puis, tu sais, des affaires quand même assez, qu'on voit depuis qu'on est au monde, là. C'est pas des affaires qui choquent tant que ça, mais il y a des affaires bizarres qui arrivent en ce moment. Puis qu'une équipe de la Ligue nationale arrive et impose ça à ses joueurs, d'embarquer dans cette patente-là, en espérant que tous les joueurs embarquent, c'est un peu rêve en couleur. Moi, je suis, comme je l'ai dit cette semaine, je pense que c'est vendredi ou jeudi passé qu'on a parlé, très surpris de voir que la majorité des joueurs, en fait, il y a seulement un joueur qui n'a pas mis le chandail. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est que seulement un joueur. Moi, je sais que si je joue pour les Flyers, je vais porter fièrement le chandail qui fait référence, mettons, à la communauté gay, lesbienne, homosexuelle, homme, etc. Pas de problème. Mais quand on me dit, là, tu mets le chandail LGBTQ, patente ci, patente ça, où je vois du monde qui se plaigne sur toutes sortes d'affaires un peu bizarres dans cette communauté-là, qui fait que je trouve ça quasiment... ça l'est. Souvent, c'est un peu weird. Donc, de ne pas le porter, je dirais, donne-moi le chandail avec l'arc-en-ciel, j'ai pas de problème. Mais LGBTQ, le bonhomme avec la barbe qui pleure dans une chambre de bain de femmes, parce qu'il y a des femmes qui disent « Sors de là, maudit vieux cochon. T'es pas une femme, t'es un homme. » « Non, je suis un trans. » « T'as une barbe blanche. » « Ah ouais. Tu peux avoir... T'es pas une femme, t'as une barbe blanche. » Je veux dire, arrête. Tu viens dans la chambre de bain, regardez, la madame, enough is enough. Donc, moi, je vais prendre le bord des madames, puis je ne prendrai pas le chandail. Comprenez-vous? Donc,
de voir que des gens maintenant osent dire ces genres de patentes-là, ben, on ne peut pas faire autrement que d'appuyer ça d'une certaine mesure, parce qu'on était comme, on ne savait pas trop où aller avec ça. On se disait, OK, qu'est-ce qui arrive? Là, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je regarde toutes les nouvelles qui sortent dans les journaux. Une des places les plus drôles. Bon, vous avez le New York Post, vous avez, dans les médias traditionnels, le Daily Mail, toutes les histoires un peu folles de même, vous les avez. Il y en a des tristes, là. Tu sais, cette semaine, il y a eu, dans le New York Post, il y a eu l'histoire du couple gay qui avait 2 garçons de 9 et 11 ans qu'ils ont exploités sexuellement par des photos, des films. Ils ont vendu également, ils ont loué leurs enfants à des couples gays. Arrête! Et, ben oui, ils se sont fait pogner. Puis là, ça l'a dérapé. Ça, j'ai moins aimé ça parce que il y a eu effectivement, j'ai eu des commentaires dans la liste de patentes que c'était effectivement déplacé dans le sens que il y avait de l'homophobie. Parce que ce genre de traitement-là, que des enfants vivent, c'est écœurant, c'est dégueulasse. Sauf que il y a des couples hétéros qui font ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... ça, c'est un autre débat complètement. Ça n'a pas rapport. Là. Il y en a qui ont passé leur homophobie par cette histoire-là. Alors que mais des enfants exploités, il y en a beaucoup. En fait, 99% du temps, ça doit être des couples hétéros. Là. Voilà, donc, c'est ça. C'est ça, vois-tu, ça a plus ou moins. L'histoire est dégueulasse. L'histoire est affreuse. T'as mal pour ces enfants-là. Et en plus qu'on a su, une journée ou deux après, que ces parents-là, dans la communauté dans laquelle ils étaient, qui était une communauté un peu sautée, là, ils s'en cachaient pas. Donc, il y a des gens qui ont entendu ça, puis ça a pris quelqu'un, à un moment donné, qui a levé un flag, sauf qu'il y en a d'autres qui l'ont quand même entendu depuis un bout, puis il n'y a personne qui faisait rien. Ça, c'est weird. Ça, c'est... Tu dis, mais on est des enfants. Je veux dire, on entendrait que des gens maltraitent un animal, puis on réagit sur le champ. Donc, quelqu'un apprenne par je dirais, la bouche de la personne qui fait la prostitution de ses propres enfants. Il me semble que la première chose que tu fais, c'est que tu t'en vas à la chambre de bain et tu appelles la police. Là. Mais c'est pas arrivé. Ça, c'est pas arrivé. Ça, c'est le côté un peu sadique de l'époque dans laquelle on est. C'est vraiment, mais en tout cas, regarde, pour les enfants, c'est quelque chose quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que le reste, les histoires sautées, les histoires flyées, ben, maintenant qu'on soit capable de les regarder, et je vous dirais d'en rire un peu. Tu sais, d'en rire un peu. Ce matin, le tweet, c'est... Et je sais parce que j'ai vu les messages de Jack Strapp. Jack Strapp est un personnage sympathique sur Twitter. C'est un vieux débile. Donc, c'est un vieux débile. On le salue, Jack. Mais Jack, il a besoin de Jerry pour prendre des notes sur de quoi on parle exactement. Parce que ce matin, l'histoire du Daily Mail, c'est un transgender seahorse dad qui donne le sein à son enfant. Oui. À son boy. OK? Donc, puis là, là, tu regardes ça, tu dis, OK, ouais. Là, il y a un père qui a accouché de son enfant et il y a un père qui lui donne le sein. Bon. La vraie histoire, là, ce qui est drôle, parce que, finalement, il faut en rire. L'important, l'enfant est nourri. OK, parfait. Bon. La vérité, c'est que c'est une femme. La vérité, c'est une femme qui est venue enceinte, qui a accouché et qui donne son propre sein à ça. La vraie... Donc, ce qui est drôle, bon, que quelqu'un arrive à la maison et dit « Moi, je suis rendu un homme », ça, c'est propre aux gens. Là. Mais je veux dire, c'est le journal, quand même. C'est les médias. Et ça a été repris, ça, c'est le Daily Mail. Ça a été repris par le New York Post. Peut-être un peu. Il y a également beaucoup de gens qui réagissent sur les médias sociaux parce que cette personne-là a mis son histoire sur TikTok, a créé un compte TikTok et en l'espace de quelques jours, a eu 950 000 followers et le vidéo a été liké par plus de 10 millions de personnes. Donc, si vous vous demandez s'il y a énormément de woke, si vous pensez qu'alentour de vous, parce que dans votre entourage, il n'y en a pas, que les woke n'existent pas, il y en a énormément, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut dire que la job se fait bien parce que les médias nous présentent cette nouvelle-là comme si c'était quelque chose de vrai.
On comprend. Quelqu'un dit, moi, je me sens plus, je suis né femme, je me sens plus gars, etc. Bon, correct. Mais après ça, la nouvelle, ben, là, on est dans la fake news. Là. C'est pas un homme qui a accouché d'un enfant puis qui lui donne le sein. C'est pas ça, là. Non. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui disent, non, j'ai vu, il y a un homme qui a donné naissance à un enfant puis qui donne le sein. Non, c'est que la nouvelle n'est pas bonne. C'est une femme devenue homme et qui est toujours femme. Et elle a tout son appareil pour d'abord pour être enceinte, pour accoucher, et elle a encore ses seins pour donner. Donc, c'est une femme qui a accouché de son... T'avais-tu pris une note, Jerry, pour être sûr que je suis correct? Là? Oui. C'est une femme qui est tombée enceinte, oui, qui a accouché d'un petit garçon, et la femme donne son sein à son boy. Ça, c'est l'histoire courte. Mais ça, c'est l'histoire biologique. Biologique, voilà, c'est l'histoire biologique. Allons-y avec l'histoire fantastique. Donc, un peu à la télé-réalité. C'est une femme devenue homme qui nous fait semblant qu'elle est homme, puis qu'elle a été enceinte homme, puis qu'elle a accouché homme, puis qu'elle nourrit son enfant homme. Moi, c'est pas... Les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est les journalistes qui sont bizarres. Les journalistes vous écrivent ça comme si... Et le pire, c'est qu'il y a du monde qui gobe ça. Il y a du monde qui gobe ça. Puis l'autre patente qui a été vue dans les dernières heures, oui, il y a la madame qui s'expose sur les réseaux sociaux en train de nourrir ses 2 enfants. Son garçon a 5 ans et sa fille a, d'après moi, pas loin de 4 ans. Là. Et les 2 sont en train de se nourrir au sein. Donc, 5 ans, c'est... 4 ans, c'est vieux aussi. Là. Ben, ils ont des dents, là. Oui, je comprends. c'est sur le tard pas mal. Oui, c'est sur le tard. Mais je comprends l'histoire, là, mais c'est l'époque. Là. Parce que l'autre photo qui fait le tour du web, c'est la photo d'une vingtaine de gars en bobette. Et c'est marqué que il n'y a pas juste les femmes, en fait, qui sont menstruées. Non, c'est ça. Ça n'existe pas non plus, là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hommes qui ont des menstruations. Non. Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas d'hommes. C'est marqué « People have periods ». Donc, et ça, c'est tout. Ce n'est que des gars, là. Ce n'est que des gars. Mais ça n'existe pas non plus, là. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les gars biologiques, donc une personne biologiquement mâle, ne peut pas avoir de menstruation. Et quand c'est raconté, comme on vient de le faire, là, je pense que c'est notre devoir de le faire. Okay? Je pense que c'est notre devoir de le faire. Puis il faut arrêter de faire semblant que tout ce qu'ils nous racontent, c'est normal. Ces gens-là sont en train de scraper une partie de la vie qui est quand même... En fait, on veut juste la vérité. T'sais, on nous a cassé les oreilles comme de quoi que la science est importante, d'avoir les ci, on s'est fait casser les oreilles pendant 3 ans là-dessus. Là, aujourd'hui, ben, c'est le temps de revenir à ce thinking-là. C'est le temps de revenir à la base. Puis quand il y a des affaires un peu saucées, ben, on peut en rire. Avant, on était comme mal. On a-tu le droit de rire de ça? On a-tu le droit? Oui, je pense qu'on a le droit. On a le droit parce que là, c'est rendu pété pas à peu près. Puis des histoires de même, c'est rendu qu'il y en a 4-5 par jour. En tout cas, si vous... je sais que le journal de Québec ou de Montréal vont être sur d'autres affaires peut-être qui risquent de vous faire rire aussi, mais si vous voulez rire de ce genre de patente-là, Daily Mail, il y en a énormément. New York Post, il y en a énormément également. Donc, des histoires... Apprendre avec un grain de sel. Apprendre avec un grain de sel, c'est toutes des histoires un peu, comme je viens de le dire, je pense que c'est des histoires fantastiques. Des fois, vous lisez un roman fantastique, vous voyez un film fantastique, vous écoutez une série Netflix fantastique. Et là, je pense que le patente des woke, ben, on est rendu là pas mal. Puis, si vous rajoutez à ça toute l'histoire qu'on essaie de vous faire à croire que vous nuisez à la planète à chaque jour, quand vous prenez un café, quand vous prenez votre auto, quand vous prenez une douche, quand vous mettez votre thermostat à 20 degrés, quand vous achetez du linge qui arrive du Vietnam, quand vous faites un voyage quelque part dans le sud, finalement, juste pour vous rendre coupable à la longueur de journée, ça aussi,
on doit finir par tourner ça un peu au ridicule. Comme ça va... Moi, je pense que c'est le seul moyen de désamorcer ce mouvement-là. Même si vous vous braquez contre ça, même si vous trouvez ça complètement pété, puis vous dites, voyons, on est en train de l'échapper, on dirait que tous nos repères on est perdus, Je comprends la patente, mais une des meilleures affaires, c'est vraiment de prendre le côté loufoque. Il y a un côté loufoque, il y a un côté ridicule. Ben, ce monde fantastique-là, justement, c'est que les woke, ils veulent nous amener dans ce monde fantastique-là. C'est-à-dire, c'est leur monde à eux autres, mais nous autres, moi, j'y vais pas. Ben moi, je vais pas dans le monde fantastique. La face, c'est que le monde fantastique, à un moment donné, toi, tu as des enfants, puis ton petit te demande, pose des questions, justement. Quand ils sont petits, ils posent des questions, là. C'est des questions de la vie. Puis là, il dit Maman a perdu du sang. Maman a perdu du sang. Sa mère, la mère, elle explique, là, tu sais, veut dire, parce que telle affaire, c'est du sang pour le bébé. Quand moi, je peux avoir un bébé dans mon ventre, donc mon bébé, tu sais, il y a une explication, Christophe, que tu donnes un flow, mais est-ce que cette mère-là va dire à un enfant, justement, ben là, si elle est dans ce monde fantastique-là, elle va dire, c'est toutes les c'est les papas et les mamans qui perdent du sang. Là. C'est les papas, c'est tous les papas et tous les mamans qui. Ben là t'amènes ton enfant. Là, t'amènes ton enfant dans le monde fantastique, justement. Et là, l'histoire, c'est que. Il y a beaucoup trop de monde qui vont le faire, mais ce sera quand même vraiment une minorité. Tu sais, en nombre absolu sur la boule. Tu sais, je vous dis, il y a eu 10 millions de likes sur le vidéo TikTok de la madame qui est devenue, la madame qui a accouché, qui nourrit avec son sein, puis qui nous dit que je suis un homme qui a accouché, etc. L'histoire a eu 10 millions de likes. Donc, si vous regardez ça en chiffre absolu, c'est tabarouette, il y en a du monde. Ça a fait le tour de la boule, cette patente-là, OK? Mais dans notre entourage, si on prend ça par, mettons, nos groupuscules dans lesquels on côtoie régulièrement, on va voir que des mères qui vont dire à leur fille ou à leur gars que des menstruations, c'est d'un deux bords. Mon feeling, c'est que... En tout cas, si c'est plus que 1 sur 25, 1 sur 50, je suis dans le champ complètement, là. Mais je pense que ça va être très rare. Mon feeling, c'est que ça va être très rare. En tout cas, je pense. En fait, peut-être plus le souhaiter que le penser. Là. Mais quelle époque, pareil. Quelle époque... C'est quelle époque? C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pendant ce temps-là, ce qui est le plus triste, c'est que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des vraies affaires. Tu sais, je voyais les images ce matin de Montréal. Tu sais, puis les gens... je vais faire un lien vite. On s'en va vers Régent après, puis on s'en va du côté de Londres, jaser avec Régent, mais juste une minute. C'est que des liens. C'est que dans cette époque-là, quand... Il y a 24 heures d'une journée. Et quand vous êtes... quand votre énergie et votre focus est mis sur des patentes de même, il y a des choses dans votre liste de to-do sur lesquelles vous avez levé la tête. Donc, ça, c'est sûr. On ne peut pas tout faire, Jeff. Il y a 24 heures d'une journée. C'est ça. Il y a 24 heures d'une journée. Et quand vous regardez nos dirigeants, ils sont souvent partout ailleurs, sauf à la bonne place. Tu sais, je veux dire... On a un maire qui s'en va en Suède, il s'en va en Chouclac, va faire un tour, il va voir un train. Pendant ce temps-là, ses trottoirs ne sont pas dégagés, il y a telle affaire qui ne fonctionne pas, il y a telle patente. Tu sais, il oublie que finalement, on ne leur demande pas d'être des prophètes du climat ou des prophètes des woke. On leur demande de s'occuper des poubelles. Et les images qu'on a ce matin de Montréal, c'était clair, hein? C'est une fille qui est dans l'opposition. Puis elle, là, t'as peu. Je pense que tu as son nom quelque part. Oui, c'est Mme Alba Ramos. Et je t'ai dit, je ne la connaissais pas, puis je t'ai dit sur Radio Pirate Prime ce matin, je t'ai dit, je suis certain que cette fille-là vient d'un pays de marde et elle a pensé s'en venir à Montréal pour une vie meilleure. Et elle se rend compte que dans la ville dans laquelle qu'elle aime, au point de s'impliquer en politique, ben, sa ville qu'elle aime tant, dans laquelle elle s'implique, est en train de devenir une ville aussi merdique que la ville qu'elle a quittée pour avoir une vie meilleure. C'est quand même spécial, là. Elle, c'est la leader adjointe de l'opposition à la mairesse Plante, là. Donc, elle est en face de Plante, là. Elle est dans l'opposition. Oui. Donc, les images. Elle est découragée. Donc, qu'est-ce qu'on a à Montréal? Des poubelles pas ramassées,
de la récupération pas ramassée qui traîne à terre. Quand tu dis sale, c'est sale, sale, sale. Ensuite, les mégots de cigarettes tout partout, les graffitis, les rats en plein centre-ville qui font le party un peu partout. My God! Je vais te dire ce qu'elle a dit. Elle dit les poubelles débordent, les mégots s'accumulent. Elle dit les graffitis se multiplient et les rats sont rendus à magasiner sur la rue Sainte-Catherine. Ils vont même aller s'inscrire à l'université. Ben, c'est pour ça qu'on a un devoir comme citoyen de shaker nos politiciens, de shaker nos médias qui sont devenus trop woke et trop bandés sur 2-3 affaires bien simples comme justement des affaires qu'on peut régler autrement que par la manière qu'ils le font, c'est-à-dire climat, le wokisme, etc. C'est important de rester réveillé, c'est important de rester debout. Il faut ramener ces gens-là focus sur leur job primaire. Mon nom est Jeff Fillion. Bienvenue sur Radio Pirate Live de ce mardi. Reg et Standby. On s'en va du côté de Londres. Et on a après la boîte à Jerry et Yves Landry. Ils vont nous faire un tour également sur Radio Pirate Live. Bon mardi. Radiopirate.com 100% Jeff Fillion. Hey, on a la boîte à Jerry après. Visite le fun. On voulait le faire avant les fêtes. Yves Landry sera avec nous autres également pour finir Radio Pirate Live aujourd'hui. Mais pour l'instant, on s'en va à Londres. On s'en va rejoindre Régent Tremblay pour un petit... ça va être un spécial box. On va avoir du plaisir. Puis d'après moi, il va nous raconter un peu des bouts de son voyage. Il parle dans quelques secondes. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey Reg, d'abord, comment est Londres? J'ai vu que tu avais froid un peu. T'es-tu correct? Es-tu bien habillé? T'as-tu tout ce qu'il faut? Aujourd'hui, c'est un peu moins, c'est moins froid aujourd'hui. Ça reste humide, mais c'est moins froid. Mais les 2-3 premiers, me dire, on est arrivé, nous, dimanche matin, c'est 7 heures. Puis là, tu prends un taxi, tu te dis, bon, c'est pas pire, 65 pounds. Mais quand tu fais la conversion, tu es rendu à 130 pièces. C'est pas compliqué. C'est un 2 pour 1, mais un 2 pour 1 à l'envers. Donc, le compte de dépenses va... Il est déjà posté. Raconte un peu comment c'est jusqu'à maintenant. C'est un bon garçon pour... Pierre-Carl, on est allé faire une commande d'épicerie. Là, puis, évidemment que Julie est toujours spectaculaire. Donc, la première journée, elle est arrivée ici. Elle avait apporté une cafetière, je ne sais pas quoi. Elle a planté ça, l'étage a sauté l'électricité. Oh! On était au 10e. Ils nous ont descendu au 9e avec des regards pas tellement bienveillants. Puis... on est allé chercher un café au Starbucks. Ils ont dit, on s'excuse, on n'a plus d'eau chaude. Donc, elle avait quasiment scrapé de l'eau chaude aussi du Starbucks dans l'hôtel. Je pense qu'elle a passé le quartier. Donc là, le combat est quand, Reg? Samedi soir. Puis, OK. Donc, mais si on veut parler de, tu sais, des histoires de... Il faut être sur la route. C'est pas compliqué. Tu sais, Jeff, là, tu peux toujours t'organiser. On a appris ça pendant la pandémie dans le fin fond, là, au grand... En anglais, ça se dit à la grande négligence du lecteur et des auditeurs. Ouais. On faisait tout par Zoom. Il n'y a rien de plus facile. Honnêtement, j'aurais pu avoir un 10 minutes avec Beterbiev par Zoom. J'aurais pu avoir Marc Ramsey 20 minutes par Zoom. Puis, j'aurais pu remplir une page quelconque. Mais, tu sais, c'est pas pareil. Tu arrives le matin à 8h30 à l'hôtel. Tu sais, t'as voyagé toute la nuit, puis qui c'est qui est là, qui prend son thé bien tranquille avec son ami tchétchène? C'est Beterbiev lui-même. Tu sais, ça commence ta semaine, tu sais. Ben oui. C'est pas pareil. Il n'y a rien de pareil. Puis là, tu sais, il te demande... Donc, la photo qu'on voit dans le journal, quand tu le rencontres, c'est-tu le premier matin que tu es arrivé quand tu arrivais? Celle-là, oui. Ah oui, j'ai pris 2 photos. Julie a pris la photo avec Pierre-Luc, avec Luc Vincent Wallet. Un des Marc Ramsey's Boys. Puis l'autre, j'en ai mis une sur Facebook parce que je me garde une gêne. C'est moi-même qui est en train d'expliquer à Arthur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour rester en forme.
Oui, c'est elle, j'ai vu. C'est vrai. On a vu qui était en forme entre les deux. On l'a vu. C'était clair. Mais tu sais, c'est comme le texte que j'ai ce matin, puis honnêtement, j'en suis fier. Moi, j'avais jamais lu ça nulle part. Je n'avais jamais entendu parler. Un boxeur ça fait 20 ans, chaque exercice, chaque nourriture, chaque entraînement, tout est noté. Et comment, c'est l'effet que ça a eu, comment il s'est senti. Et là, si quelqu'un dit « Ouais, mais là, on n'a jamais fait ça », non. Il y a 4 ans, tel combat, le 4e jour avant le combat, c'est ça qu'on a fait. Et, tu sais, puis hier, tu sais, je le dérangerai plus du reste de la semaine parce que là, il commence à avoir son air marabout. Okay. Et, parce que là, tu sais, il faut qu'il commence la déshydratation demain, là, puis il est dans le mode, lui, là, quand il dit qu'il s'entraîne pour 13 rondes, puis que c'est 100% du temps, puis focus à 100%, c'est un phénomène. On n'a jamais vu des pareils au Québec. Il n'a jamais eu. Puis Marc raconte un peu comment. C'est quoi, là, quand tu dis qu'il va déshydrater, c'est pour perdre combien de. Parce que pour un gros, souvent on entend des plus petits. Non, mais lui. Pour un gros comme lui, son poids, c'est quoi? Puis il faut qu'il soit à combien? Il va perdre une dizaine de livres. OK, 10 livres. 8 à 10 livres. Il va baisser. Comme hier soir, il a mangé un plat de pâtes, là. Puis avec des légumes, parce qu'il n'a pas pris de viande, parce qu'il ne truste pas l'hôtel. L'hôtel, ils n'ont pas garanti qu'il y avait de la viande halal, qui venait d'une boucherie halal. T'sais, il est musulman hyper pratiquant, lui. Okay. Et lui, il n'y a pas de passe-droit. Il a beau se battre samedi en championnat du monde, s'il n'y a pas de viande halal, il n'en mangera pas. Et donc, fait que hier, il a mangé ça, là, puis c'est là qu'il me racontait. J'en avais entendu parler plus tôt dans la journée. Il y a sa pudeur. Puis il m'a raconté là, ces histoires de carnets. Il y en a des centaines de carnets. Tout écrit à la main. Il y a toutes les affaires. Donc, il est très méthodique. Ah, c'est épouvantable. Tu sais, les gars disaient, quand je parle des gars, là, c'est Ramsey, Luc Vincent Wallet, Ross Sandberg, John Schooley. C'est toute une équipe qui est autour de lui. Là. C'est l'avantage d'être un champion du monde très payant. Il y a le moyen de se payer l'équipe au complet. Le docteur Francis Fontaine arrive demain. Il y a un masseur qui est déjà là. Un massothérapeute, pardon, c'est pas un masseur. Ils ont horreur quand on parle des masseurs. Oui. Et, c'est sûr que la blague est tellement facile. Fais-tu un massage complet? Bref. Mais tu sais, ils ont trouvé... Regarde, le dimanche, ils ne s'entraînent pas. C'est sa journée. Il a demandé à l'équipe, j'aimerais ça avoir un sauna russe. Ça a l'air que, je sais pas, je pense qu'ils ont des petits coups de fouette, là. Avec Non, c'est pas des blagues, tu sais, pour ouvrir les pores de la peau. Mais ils ont trouvé un sauna russe à Londres. Ça a l'air que c'était capoté. C'était parfait. Il est allé prendre son sauna. La nourriture c'est la même chose. Ils ont trouvé une boucherie halal. Fait que s'il veut manger un steak, là, la paix d'esprit, il amène ça à l'hôtel, puis ils font cuire son steak à lui. C'est inouï que c'est quoi le principe de halal, Jerry, c'est la manière qu'il tue l'animal? Oui, exactement ça. Je pense que l'animal est saigné, hein? Oui, exactement. C'est ça. Exactement ça. C'est pas, s'il n'est pas tué mécaniquement. OK. Mais, en tout cas, regarde, on fera ça dans d'autres discussions. Mais des fois, dans un couple, il y a quelqu'un qui est halal, puis l'autre ne l'est pas. Et dans la cuisine, ils doivent séparer la cuisine en deux. Parce que la gestion de un et l'autre ne peuvent pas se mélanger. Des fois, je me dis, ouais, mais quand quelqu'un est halal, pourquoi l'autre ne le devient pas? Ce serait peut-être moins compliqué, mais j'ai déjà vu ça dans quelque chose. Je me disais, il y a quelque chose de complexe, mais c'est vraiment relié à comment on tue la bête. Comme à Montréal, dans le coin de Jean Talon, là, tu peux acheter un sous-marin halal. Là. Il est enveloppé que les autres, tu le prends. La viande, c'est la même viande. C'est la façon de tuer l'animal qui est différente. Parce que en fait, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Oui, mais hey, c'est comme la nourriture cachère des Juifs. C'est ça. La même nourriture, juste qui a été bénie par
par un prêtre juif. Exact. C'est tout. Exact. Mais c'est spécial. Tu sais, puis... Mais moi, c'est drôle, hein, ce qui nous a frappé le plus depuis que je suis ici, c'est comment Montréal, c'est un village sale. Comment Montréal a tout perdu. C'est lettre, Montréal, quand tu arrives ici, mon ami, ça n'a pas de bon sens. J'ai mis quelques photos. Lady Joe m'accompagne ici, évidemment, et dans ses fonctions en dehors maritales, elle prend les photos. Parce qu'elle est meilleure que moi. Puis elle a un bon œil. Puis quand je fais une entrevue, je n'ai pas à me préoccuper de dire, tu sais, y a-tu de quoi de pire que de dire, bon, attends un peu, Arthur, I'm gonna take your picture. Comment tu fais pour rentrer dans le mood après? Mais c'est beau. Ouais, le quartier de Wembley, là, quand ils ont rebâti le grand stade de l'Empire, là, 90 000 personnes. As-tu vu la photo d'aujourd'hui? Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. L'escalier en pop. Mais ils n'ont rien gardé là, de l'histoire de la vieille place. C'est tout refait au complet. Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, puis on est allé manger hier. Ça s'appelle Box Park. Sur le plancher d'en bas, tu as 25-30 des cantines. Tu rentres, à ta droite, c'est un Thai Express. Tu dis, mon Dieu, on va se retrouver vite. Mais c'est fini, là. Le voisin, c'est les grillades d'Argentine. Après ça, c'est italien. Puis après ça, c'est grec. Après ça, c'est malaisien. Après ça, c'est coréen. Puis là, tu vas de l'autre bord. Puis il y a 30 pays. Puis là, évidemment que si tu cherches un anglais, on fait attention pour ne pas se faire accuser de n'importe quoi, là. Mais si tu cherches une anglaise avec les dents longues un peu, puis, tu sais, t'en verras pas. Si tu cherches un anglais, qui a un look anglais, il n'y en aura pas. Ça, algérien, pakistanais, hindou, indonésien, toutes les races. Mais, à la maison, ils parlent toutes les langues, puis dans la rue, ils parlent anglais avec un accent. C'est là que ça m'a frappé comme une tonne de briques. Le problème de Montréal, c'est pas qu'il y ait des immigrants, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre le français. C'est harmonieux, c'est. Ils doivent se parler sans langue dans les maisons de Londres. Dans la rue, ils se parlent anglais. Mais à Montréal, là, mettons qu'ils se parlent 50 langues. Tu arrives dans la rue, ils parlent en anglais. Fait que là, c'est tout le reste de l'État. La langue officielle au Québec, c'est le français. C'est ça, c'est tout croche. Puis on se dirige vers un clash que j'ai peur qu'il soit bien dur à cause de ça. En fait, vraiment... c'est que Montréal n'a jamais été... je pense qu'on a fait semblant que Montréal était une ville francophone. Ça a toujours été une deuxième plus grande ville française d'Amérique. Au monde, tu te rappelles? Oui, je sais, mais ça n'a jamais été... Ça a été dit, mais dans la ville, ça n'a jamais été... Est-ce que ça a été vécu? Moi, je pense que ça a été vécu, sais-tu quoi? PQ a pris le pouvoir en 1976, là, jusqu'au deuxième référendum. Tu sais, il y avait d'abord, tout le monde marchait les fesses serrées. Le Canadien s'était francisé dans le temps. Le deuxième étage, dans le temps au Forum, là, avant ça, ils ne disaient pas 4 mots de français. Puis après, je peux t'annoncer, moi, que avant le référendum de 80, ça parlait français dans le deuxième étage. C'était fait. Il y avait eu un certificat de francisation donné par le ministère de Camille Lorrain. Puis, mais depuis le deuxième référendum, depuis qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à craindre, qu'il n'y aura pas de chicane, pas d'enlèvement, pas de crise politique, là, c'est ça. C'est l'invasion. Je te pose la question. Est-ce que tu penses... Parce que mais c'est lettre, moi, j'ai vu je sais, mais avant que tu ailles là, parce qu'on a parlé tantôt, puis je veux t'en parler de ça, les images qu'on a vues de Montréal qui ont été dénoncées par... genre de parti politique dans l'opposition à Valérie Plante, là, qui amène un bon point matin. Mais avant que tu me parles de la langue à Montréal, est-ce que je te pose la question même, parce que tu as vécu dans une région 100% francophone, tu viens de là. Oui. Ensuite, tu as switché à Montréal, tu connais Montréal comme le fond de ta poche, tu connais les deux clans de le fond de ta poche. Moi, ce que j'ai remarqué dans les années, avoir travaillé, donc j'ai rencontré plein de monde de Montréal qui... Souvent, des gens, il y avait beaucoup de gens bilingues dans la communauté d'affaires, mais j'ai travaillé avec des anglophones
de Montréal qui comprenait un peu le français, mais il ne le parlait pas du tout. Ça, pour moi, c'était bizarre. Puis de l'autre côté, si tu t'en vas, là, c'est moins ça un peu parce que l'immigration a pris la place pas mal, mais tu allais dans l'est de Montréal, tu allais à Anjou, tu allais dans ces coins-là. Là non plus, l'anglais n'était pas fort. Donc, il y a deux communautés qui... Tu vois comment c'est insidieux, hein? Quelle langue était supposée parler Pauline Marois? Ben, tu veux dire... Français, c'est quoi la langue officielle du Québec? Ben oui, je sais. Hey, je sais. vas-tu rire d'un Italien qui ne comprend pas l'anglais? Non. C'est normal. Il vit en Italie. Oui, mais ma question est, est-ce que Montréal aurait dû... Est-ce que ça aurait été plus facile pour tout le monde et pour la survie du français que Montréal devienne... Qu'elle ait été pensée, pas là, mais il y a longtemps, que Montréal soit une ville bilingue, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux clans qui sont comme pas capables de se comprendre. Tu sais, moi, ça m'avait surpris. Moi, je les ai dans la tête. C'est des gars que j'adore, là, mais ils sont élevés toute l'UV à Montréal, ils parlent pas français. Ça, c'est... Parce qu'ils se calissent de toi. Ben, c'est bizarre. Je veux dire, c'est bizarre. Pas bizarre. Et de l'autre bord aussi, tu es à Montréal, puis tu parles... Je comprends que officiellement, le français, c'est la langue officielle. Mais si, mettons, on oublie ça et qu'on crée... Mais on peut pas l'oublier, Montréal est... Jeff. On peut pas l'oublier. Non. Moi, quelqu'un qui, mettons, demeure... Mettons sur la rue Saint-Denis, Saint-Laurent, il n'y a aucune obligation au monde morale de dire « j'apprends l'anglais ». Non, moi, c'est pas mieux apprendre l'anglais parce que c'est le fun. Tu peux mieux... Non, mais moi, c'est au nom de garder... Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'en bout de ligne, on aurait eu plus de chances de conserver le français à Montréal si on avait... C'était encore bien pire que ça, Jeff. Quand je suis arrivé à Montréal, moi, les boss parlaient anglais, puis le petit peuple, les porteurs de valises, parlaient français. Et si tu avais fait ce que tu dis là, ça serait, les boss seraient anglophones. C'est déjà en train de revenir là, d'un bout à l'autre de l'île. Ouais. En débordant à Laval, ça a commencé. Là. Moi, j'ai très peur que Montréal se soit perdu. Mais c'est-tu perdu? Ça l'est-tu perdu, d'après toi? Je pense que si Legault fait des sparages, si Legault fait rien, je peux pas voir comment est-ce qu'on peut récupérer Montréal. C'est rendu à cause de la pression que tu n'avais pas il y a 20 ans, Jeff. Tu n'avais pas YouTube, tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas Instagram, tu n'avais pas TikTok, tu n'avais pas Twitter. La pression, puis tu n'avais pas Netflix, puis tu n'avais pas Amazon, puis tu n'avais pas, c'est quoi les autres, là, Disney. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. Le Québécois, il écoutait quoi? Il écoutait TVA, Radio-Canada. Ouais. Un petit peu TQS, puis il payait cher pour Télé-Québec. Mais là, le débordement, il est complet. Puis des fois, il faut que je me fâche à la maison. Ben, je me fâche. Je fais ça, pas fâché, mais tu sais, je lui fais remarquer. Zach, là, à tout bout de champ, il faut se dépêcher, il va être late. Ouais. Pardon? Ouais, ça, c'est le... Ouais. On va-tu payer 400 000 d'études pour finir ton université? Faut se dépêcher, il va être late. Puis, je te pose une autre question, une dernière là-dessus. Ouais. Est-ce que l'île, avec le changement démographique qui s'opère, c'est-à-dire, bon, il y a encore les... Même les... Avec l'île avec le chemin Roxham. Ouais. Mais est-ce que l'île va effectivement devenir un genre de melting pot de plus en plus anglais? Mais quand on regarde tout le développement au nord, le développement au sud, ces gens-là, ils sont... Laval aussi. Laval aussi. Laval, j'ai remarqué. Laval, j'ai remarqué. T'as raison. Laval, j'ai remarqué. Laval est en train de changer quasiment à la même vitesse que Montréal. Tu réalises-tu que un ami commun, Michel Boivin. Oui. Michel Boivin. Chum à Carbo. Lui, il aime mieux faire affaire. Sa fille, là, Karel, était là en Chine. Avant ça, Michel Boivin faisait affaire avec, sur la rue Chabanel à Montréal. C'est là qu'il commandait son stock, tout ce qu'il avait besoin. Il était tellement écœuré là, de venir à Montréal ou d'appeler à Montréal pour être capable de se parler en français que finalement, il l'a fait, il l'a pris à décision. Commande toute la Chine. D'abord, ça coûte moins cher, même qualité, puis on lui parle. Eux autres, en Chine, pour y vendre, ils trouvent quelqu'un. Quand ils appellent,
automatique, tombe en français. Ouais. Il explique ce qu'il veut, puis, tu sais... Mais ce que je veux dire par là, fais attention parce qu'il y a de plus en plus... Mon propre frère, Guy, ça venait à Montréal pour les shows, ça. Les shows de plumes. Puis, Guy, a un côté vieux rocker, là. Puis, mais sais-tu quoi? Guy, maintenant, il passe tout droit. Il va à Québec, puis s'il revient à Québec, that's it, il attend d'être en Floride. Guy ne veut plus mettre les pieds à Montréal. Moi, là, pendant la pandémie... Je ne mets plus les pieds à Montréal. Hein? Je ne mets plus les pieds à Montréal. Moi, j'étais dans ma jeunesse, j'étais à Montréal. Oh, regarde, je vivais quasiment la moitié de mon temps à Montréal, à Saguenay. Et, parce que t'aimais ça. Je ne vais plus à Montréal. T'avais du fun, c'était propre, c'était beau, c'était bourré d'affaires. Mais là, tu regardes, toi, tu viens plus. Je suis pas sûr que tes filles sont bien hot sur Montréal. Zéro. Et eux autres, leur vie est ailleurs. Puis moi, là, pendant la pandémie, j'ai été au moins 18 mois sans mettre les pieds à Montréal. J'ai trouvé que c'était une bénédiction. Puis quand je suis allé la première fois, j'ai dit, non, mais c'est quoi? J'étais à Beyrouth pendant la guerre. Non, mais, tu sais, pour me rendre au casino, il a fallu que je fasse une quinzaine de détours. Je me suis retrouvé sur l'île des Sœurs parce que c'était des jaunes, puis des détours. Puis à un moment donné, tu te dis, restez chez vous. Cette valeur que tu n'as pas encore lu, un excellent journal, c'est-à-dire le journal qui présente mes 2 pages aujourd'hui. Tu sais, je te parle de Wembley Stadium, là. Puis je te parle de l'aréna où le combat va avoir lieu. Mais si tu voyais ce qu'ils ont fait, c'est complètement débile. C'est piétonnier, c'est beau. Des boutiques, des magasins, des restaurants. Ouais, mais regarde ce que Montréal a fait avec mais Reg, le Centre Bell. As-tu déjà magasiné bien gros, toi, sur la rue Saint-Antoine? Oui, mais je sais, mais Reg, ils ont énormément d'argent. Ça fait 25 ans, le Centre Bell. Il n'y a pas eu une boutique. Oui, mais ils ont énormément d'argent. On est pauvres. Ça, il ne faut pas oublier ce bout-là. Au-delà de tout ce que tu viens de jaser, des affaires qu'on ne s'est pas occupées, puis qu'on a laissé aller, puis etc. Tu me brises le cœur, mais tu as raison. On est pauvres. Ça, le monde ne veut pas l'entendre, là. Ça fait mal, là, mais c'est lui le problème. On n'est pas focus. Puis 2, ben, on n'est pas capable de se concentrer sur ces bonnes affaires. Pas parce qu'on n'a pas les moyens d'être riche, by the way, là. Des créateurs, puis d'un gars d'affaires, puis d'un bisouneux pour trouver des trucs pour faire telle affaire, on a toujours été bon. C'est pas parce qu'on est pire que les autres. Ça, moi, j'ai toujours dit. On est dans les plus... Parce qu'on se fait étrangler. On se fait étrangler par les taxes. On se fait... aucune liberté économique. Étrangler et aussi pouvoir de l'économie dans les mains du gouvernement. Et tout ce que cette maudite gang-là touche, ça vire en chenoute. Ils sont pas capables de ramasser les poubelles à Montréal. Comment est-ce qu'on peut penser qu'ils vont développer la ville comme du monde? Ils sont pas capables de faire quelque chose de base, de enlever des graffitis que ça a l'air propre, ramasser les mégots de cigarettes à terre, ramasser les poubelles, puis enlever les rats. Ben non. Juste les rats, ils ont enlevé les produits qui étaient essentiels pour tuer des rats. Ils ont dit, ouais, bon, au nom de l'écologie, on les enlève. Mais là, qu'est-ce qui arrive à Montréal? Il y a une pandémie de rats à grandeur de la ville. Dégueulasse. C'est le fun. Chaque Montréalais a son petit rat. Oui. Chaque Montréalais a son petit rat. Une île, un rat. Mais juste dire, Régent, juste dire un petit mot, c'est que le combat de boxe de samedi, c'est au Ovo Arena. Donc, c'est à côté du gros stade. C'est juste à côté du gros Wembley. Exactement. Mais le Ovo Arena, c'est 12 500 sièges. Est-ce qu'ils s'attendent à remplir ça pour le combat de boxe? Ah ben, c'est tout. Va voir sur le site Internet, c'est déjà... Il reste à peu près 1000 tickets à vendre. Ah oui? OK. Hey, la boxe, c'est malade ici, là. C'est Ross Handberg, et un jour, j'espère que vous allez l'inviter. Et Ross Handberg, il était à Manchester samedi passé. Samedi passé, c'était un combat entre 2 locaux. Liam Smith contre Chris Eubank. C'est 2 locaux. Pas un combat de championnat du monde, là. Mais ça fait 5 ans qu'ils se picossent, OK? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? L'aréna de Manchester, c'est 14 000. C'était pacté comme un 9. Sold out. Puis le gars de Ross a gagné. Fait qu'il est arrivé, je te dirais, gonflé à bloc le dimanche soir à Londres. Puis, tu sais, c'est la vieille recette de Régis Lévesque, sauf que il y a tellement d'argent
il y a tellement de boxeurs que les locaux sont de calibre mondial. Oui. Savais-tu que Tyson Fury, en décembre, je dirais qu'il s'est battu. Il a défendu son championnat, puis il est allé manger des hamburgers avec son adversaire dans le vestiaire après, là. Je sais pas si tu as vu ça sur YouTube. Oui, je l'ai vu, ça. Mais hey, au mois de décembre, là, c'est pas chaud ici. Non. Il y avait 60 000 personnes dans le Wembley Stadium. Dehors. Puis Joshua, quand il s'est battu contre Wilder ou Fury ou je ne sais plus qui, là, ils ont mis 80 000 personnes. T'as-tu une idée du cash? 80 000, multiplie ça par 100 pounds, mettons 200 piastres. Ça fait déjà 16 millions, ça? J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Et puis là, tu rajoutes les droits de TV. C'est pas surprenant. Penses-tu que Makhmoudov va se battre à Montréal? Ben non. Voyons donc. Il va venir ici. Il va y avoir 50 000 personnes. Puis on va venir passer encore une semaine à Londres. Tant mieux. J'aime ça. Oui. Écoute, ça me remonte le moral. Sauf que moi, là, sérieux, j'ai connu Montréal quand je suis arrivé à Montréal en 1974, à l'automne. Je trouvais que ça sentait mauvais, mais c'est parce que j'arrivais du bord du lac Grenon. Tu comprends? Où l'air est vraiment très frais. Mais pour le reste, là, c'était une maudite belle ville. Comment ça se fait que tu étais capable de te déplacer? Comment ça se fait que... Oui, il y en avait des bicycles à pédales, puis ils se promenaient. Mais il y avait des terrasses partout, ça travaillait. Il y avait... Une affaire qui m'a... Puis je finis on avait... T'as peu, Régent, regarde, on avait... Moi, là. Ouais. Nous autres, ce qu'on voulait, là, c'est consécration dans peu importe le domaine, j'imagine. Mais en tout cas, moi, le domaine que j'avais choisi à un moment donné, la consécration, c'est que je devais aboutir à Montréal. Sinon, c'était un échec. Mais plus tard, personne ne veut aboutir à Montréal. C'est pas normal, ça. C'est ça que j'ai fait. Moi, je suis parti de Chicoutimi, j'allais à la grosse presse. Mais honnêtement, là, sais-tu ce que je magasine là, avec Julie, là, on commence à regarder ça. Aller s'installer à Québec. Hey, tant qu'être poigné dans le trafic bloqué, 2h15 pour rentrer à Montréal le matin, je ferai 2h30, je partirai de Québec. Ah oui. Puis, j'ai demandé à Martin Tremblay de Gestève. Hein. Il ne reviendrait plus à Montréal, lui. Martin qui gère le centre Vidéotron. Oui. Un gars du Saguenay qui était à Montréal. Oui, un gars de... Lui, c'est... Comment ça s'appelait, donc? Canton Tremblay. Ouais. Mon père était maire de Canton Tremblay. Hein, c'est bien pour dire, hein, les grands hommes se rencontrent partout, Jeff. Oui. Incroyable. Puis, non, parce que je veux finir quel sur sujet un petit point de rien. Mais je veux juste te dire l'affaire. Oui, excuse-moi. Laisse-moi une seconde. À chaque fois que je te vois, puis on se parle souvent en plus d'inconnus, toi, même si t'es pas un gars de Montréal, tu as un amour incroyable pour Montréal. Et ce que tu vois de Montréal depuis quelques années, ça te met à terre. C'est ça que le monde doit comprendre. Ça me révolte. T'es un amoureux de Montréal. Est-ce que tu vois là, ça t'écœure? Moi, je trouve c'est ça que l'histoire. C'était une des belles villes, sans farce, là. Montréal était une des belles villes au monde. T'allais à Paris, puis quand tu rentrais à Montréal, tu n'étais pas gêné. Puis quand j'ai fait la Formule 1, tu te rappelles de ces années-là? Tu sais, aller couvrir le Grand Prix de Barcelone. Quand tu rentres, Barcelone, la Rambla, puis la Diagonale, puis la Méditerranée à côté, c'est-tu beau en tabarouette, puis la cathédrale là, extraordinaire. Puis je rentrais à Montréal, je n'étais pas gêné. Non. Aujourd'hui, j'y pense. Mes vieux chums là, de Formule 1, quand ils arrivent à Montréal, puis mes vieux chums de l'équipe qui couvre le tennis depuis 30 ans, quand ils arrivent à Montréal, à l'aéroport de Dorval, as-tu vu de quoi ça a l'air? Une chiotte. Non, c'est pas fantasme. C'est pas fantasme. Non, c'est... Écoute, je joue au golf avec... tu sais, des fois, on est deux. Donc, souvent, on arrive, puis il y a deux autres. Donc, puis les Américains, quand on joue au golf, c'est tous des jaseux. Et c'est tout du monde qui aime souvent, c'est tout du monde qui ont visité le Québec, sont allés au Château Frontenac, sont allés... Et quand ils nous parlent de Montréal, eux autres, c'est ça. Là, ils se rappellent quand on allait sur Sainte-Catherine avec les bars de danseuses, la pizza en bas après, etc. Puis là, ben, ils me racontent ça. Mais je vois bien qu'est-ce qu'ils me racontent, c'est qu'il y a 20-25 ans. Montréal de 25-30 ans.
C'est ça, mais je suis même pas capable de lui dire c'est plus le même. Oui, je suis gêné parce que je sais exactement de quoi il parle. J'étais là tout le temps, mes chums étudiaient là, j'avais une blonde là, je passais tout le temps là du temps à Montréal, puis j'aimais Montréal. Ma grand-mère restait au coin Rachel puis Sherbrooke. Regarde, j'aimais Montréal. Mais sacrément, Montréal me dit plus rien, j'ai honte de ça. Mais... Dimanche soir, je suis fâché un petit peu après les Didjou, très peu. Mais elle employait une expression qui m'a blessé le cœur. Elle disait un jeune Anglais là, qui avait... Ah oui, ça, c'est l'affaire. Comment ça se fait qu'on va manger une petite pâte pour sauver de l'argent à Pierre-Carl? Comment ça se fait que c'est bourré de jeunes qui travaillent? Lady Joe a dit, comment ça se fait que vous travaillez? Vous n'avez pas de PCU, ça? là, je commence. J'étais sur le bord, j'avais mal dormi, j'avais voyagé toute la nuit, puis là, je pensais à moi-même, Julie, calvaire, slack la pédale. Évidemment que le gars dit, hey, you come from a nice city, Montréal. Elle dit, hey, it's a shit hole. C'est là, j'ai dit, Julie, t'exagères, il va penser quoi? En français, elle dit, il va penser la vérité. Et je dis quoi? J'ai mangé mon spaghette aux tomates, puis j'ai sacré. Il était aussi bon que celui-là qu'on avait dans les boîtes de Catelli, là. Avec le rouge jaunâtre un peu, c'était parfait. Oui. Une sauce qui goûte un peu le métal. Oui. Mais, tu sais, Julie, pas tard, là. À un moment donné, il faut dire comment c'est pour qu'on le change. Il faut identifier, t'as raison. Ça, c'est la recette du Doc Mayou. Nommer les affaires si tu veux les changer. Exact. T'as pas le choix. Si on fait semblant, là, ça marchera pas. Mais, tu sais, on a du monde. La mairesse qui est là. Es-tu au courant que ces rues sont sales de même? Alors, regarde ces tweets, là. C'est juste des affaires de Green puis des patentes de la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a embarré le monde dans le maison. Arrête. Montréal est la première ville communiste d'Amérique du Nord. Et vous riez toutes les fois je le dis, c'est exactement ça. Ça va finir avec des blocs à logement en ciment gris. C'est sûr. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Regarde, ils ont changé le show d'habitation. Là. Ils ont changé. Avant ça, ils obligeaient les constructeurs privés à bâtir ce qu'ils appelaient des logements sociaux. Et là, les constructeurs privés, penses-tu qu'ils vont perdre 4-5 millions par bloc pour faire plaisir à la mairesse? Fait qu'il se passe quoi, tu penses? Ils se sont arrangés pour contourner ça. Donc, la seule solution pour avoir des logements abordables, c'est ça le mot. Montréal, c'est une ville pauvre. Ça va être quoi, tu penses? Ça va être les boîtes à poux que Staline a construit à Moscou dans le temps. On fait quoi pour changer ça? Que j'ai failli te répondre. Mais bon, là, j'ai un téléphone, ce qui veut dire que la chronique est officiellement commencée. Oui, elle vient de commencer pour vrai. Ce que je veux dire, c'est... Mais vite de même, puis, regarde, on fera ça dans une autre chronique, mais on peut-tu changer ça? Non. Ouais. Non, dans le système actuel, non. T'as 35% à Montréal qui dépend d'une façon ou d'une autre de l'État, du gouvernement. Fait qu'eux autres, ils veulent rien changer, eux autres. C'est normal. Ils veulent garder leurs avantages. Fait que comment tu fais pour mettre des gens d'affaires, pour mettre des gens qui vont vouloir brasser la cabane, entreprendre des projets? Oublie ça. Puis regarde, là, t'as combien de députés caquistes? 95? Combien? Il y a 94 députés caquistes. Combien? 94. Bon. Eux autres, mais réalises-tu ce qu'ils te disent, eux autres, là? On est nationaliste dans un Canada fort. As-tu vu le Canada fort, ce qu'il vient de dire, là, Trudeau? Ouais. Sans farce, là, Jeff, comment tu penses organiser de même que tu peux faire quelque chose? Il faut tout refaire le système de santé. Il faut tout refaire le système d'éducation. Là, les woke ont pris le contrôle. Moi, je suis en Alberta, je suis séparatiste. Là. Les infrastructures. Moi, je suis en Alberta, je suis séparatiste, Régent. Moi, je me reconnais zéro dans ce Canada-là de Justin Trudeau. Là. Canada woke qui il est là à défendre. Il dit qu'il fait ça pour défendre
la liberté des Canadiens, puis les droits de ci, puis les droits de ça, alors qu'ils les ont bafoués pendant 2 ans et demi. T'es un clown, ça. C'est pas bizarre. En tout cas, c'est pas fort. Hey, déprime-moi pas, là. J'étais à Londres, fait moins froid aujourd'hui. Puis le combat s'en vient. Ici, là, il est 4h20. Moi, j'ai une question pour Régent. Vas-y, Jerry. Beterbiev, il est en terrain hostile parce que Yardy, c'est un gars c'est un Britannique, ça? Oui, c'est un Britannique, puis comme dirait l'autre, comme dirait le Mouche Dupont, il est gros en temps. C'est quoi ta prédiction? Je sais, il est narfé. C'est quoi ta prédiction de ce combat-là? Beterbiev va être en danger les 3-4 premières rondes. Ben, il sait dans quoi il s'embarque, Beterbiev. Ben, après les 3-4 premières rondes passées, là, ben, d'après moi, ça va finir par un knock-out, 7-8e ronde. As-tu remarqué quelque chose, Eric? Beterbiev, il knock pas gelé ben raide. Il est détruit. Marcus Brown s'est pas rebattu. Réalisez-vous que Vosnik, c'est lui qui a assommé Adonis Stevenson au centre Vidéotron, il a pris sa retraite. Je dirais, les gars qui perdent contre Greg Page, qui a battu au centre Vidéotron, fini. Je ne sais pas ce qu'il leur fait. J'ai trouvé, moi, que Mark Ramsey, il a dit une phrase, mais à 80% anglais et français, mais il détruit leur will. Il détruit leur goût de boxer. C'est ça. À un moment donné, un gars, c'est cœur de souffrir. Ouais. Il est shake au point où il se demande ce qu'ils font là. As-tu remarqué que, je ne sais pas si, Jeff, toi, tu ne suis pas la boxe, là, mais Marcus Brown, il n'était pas knocké à terre. Il a resté un genou à terre et il était écœuré. Vosnik, il n'a pas été compté jusqu'à 10. Il a resté à terre. Puis tu regardes ça, les gars contre Beterbiev, ils les knockent pas là, spectaculaires comme David Lemieux. Il use. Il casse. Joe Smith, il a fini de bout le combat après 2 rondes. Tu parles de Joe Smith, là, qui était champion lui aussi. C'est lui qui a mis fin à la carrière de Bernard Hopkins. Il l'a détruit. Il y a quelque chose. Puis il m'a dit une phrase que toi t'aurais aimé hier, que j'ai pas mis dans mon texte. À un moment donné, je ne sais même plus comment ça. On parlait de Poutine. Puis à un moment donné, il y a eu une espèce de rire. Il était avec son chum tchétchène, là, le Beck. J'ai jamais compris son nom. Ça fait que j'ai écrit Beck, puis that's it. Puis là, il dit, hey, Tchétchènes are free. Les Tchétchènes sont libres. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas peur de lui, puis ils sont libres. Ils sont libres. Et là, j'ai dit, on aurait besoin d'une coupe de Tchétchènes à la tête du gouvernement. Oui, oui. Ah non, eux autres sont libres pour vrai. Thank you, Reg. Bon combat cette semaine. Bonne fin de voyage, puis on t'en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de Sainte-Adèle. OK. Salut. Tu dis salut à Julie, puis regarde, enjoy Londres pour nous autres, c'est le fun. Merci. Ben fun. On est chanceux de t'avoir jasé. Régent est avec nous autres. On est stand-by pour Yves Landry, mais on est stand-by aussi pour la boîte à Jerry après. Tout là sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, la boîte à Jerry. On est stand-by pour Yves Landry. J'ai l'impression qu'on va faire un genre de gros 20 avec Yves. C'est dur de faire un 10 avec Yves, donc on va être discipliné dans la boîte. Mais j'imagine que tu as pas mal de stock quand même aujourd'hui. Jerry, on commence par quoi? J'ai plein de patentes, mais c'est tout mélangé. Mais je vais aller à mesure pareil. OK. On ne stresse pas, là. On stresse pas, là. Quelque chose que tu vas aimer. Jamais être stressé dans Radio Pirate Live. Jamais. On est en podcast, on est libre, on est complètement free, donc on y va. Il va y avoir des caméras sur les casques des conducteurs en F1. Oui, ça, il y en avait déjà. Mais c'était sélectif à 1 ou 2 pilotes. Et là, maintenant, tous les pilotes vont l'avoir sur le casque et on va avoir ça dans les diffusions qu'on voit normalement à la télévision. Avant, c'était comme pour ceux qui avaient des abonnements en pay-per-view, ces affaires-là, avec des caméras différentes sur la voiture. C'est parce que sur le casque, tu as tout le feeling de la voiture. Tu comprends?
T'as comment la tête brasse, comment il se fait brasser, etc. C'est très, très sensitive comme caméra. Et c'est écœurant, là. Tous les pitons à l'intérieur, les lumières, les affaires, tu vois que les gars dorment pas, là. J'ai vu des vidéos, là, c'est quand même capoté. Là. C'est fou parce que cette caméra-là n'est pas sur le casque. La caméra, c'est tout petit, ça a 8 mm de diamètre, ça pèse 1,4 g. C'est miniature, là, puis c'est mis, autrement dit, à la hauteur de la tempe, autrement dit, sur le côté de la tête, comme dans la mousse du casque, là, elle est là, la caméra. Donc, c'est vraiment capoté. Moi, je pense que quand ils vont présenter la F1, ils vont mixer des images justement de cam à travers, là, ça va être sauté, parce que, comme tu dis, il y avait 1 ou 2 gars qui l'avaient, mais là, tous les chauffeurs vont l'avoir. Fait que ça va être capoté. Hey, l'autre histoire, là, je pige dans la boîte, là, parce que c'est une boîte complètement mélangée. T'sais, est-ce que... C'est drôle, parce que j'ai pensé à notre chum Carlos. Carlos de Punisher. Oui, j'ai pensé à lui, parce qu'une fois, il nous avait fait rire. Il avait été magasiné avec sa femme chez Ikea. Et à un moment donné, on le sait comment c'est, chez Ikea, des fois, c'est plus long que prévu, parce qu'il y a plein de choses à voir. Ils ont tellement de stock, là. C'est inimaginable. Est-ce que moi, est-ce que je suis un des seuls qui est inconfortable de magasiner chez Ikea dans le style que c'est fait? Oui, moi, Ikea, je suis pas capable. Moi, je me sens dans un labyrinthe. Je sens pas de sortie. Non, je ne veux pas de sortie nulle part. Il y a quelque chose de... je ne veux pas parler de ça ben, j'ai peur de passer pour une momoune. Non. J'ai peur chez Ikea. Non, mais c'est... Alors, moi... Parce qu'à un moment donné, moi, je suis allé chez Ikea. Puis en rentrant, il y avait une dame qui est très gentille. Puis moi, je ne vais pas souvent chez Ikea. J'ai allé 2 fois au Ikea, ici à Québec. Le nouveau Ikea. Pas l'ancien qui est mort, qu'il y avait dans le temps. Là. Mais la face, c'est que quand je suis rentré, la dame a dit « Je peux vous aider? » Ah, je dis « Oui. » Là, je venais chercher quelque chose de particulier parce que c'était un cadeau pour Noël. En réalité, c'était une commande que je faisais pour ma blonde. J'ai dit à ma blonde « Regarde, je vais t'éviter le calvaire. Je vais aller chercher la patente chez Ikea. » Mais en rentrant, là, elle a dit « Je vais vous faire passer par des raccourcis. » Elle a ouvert des portes. Là. Elle a au moins ouvert 3 portes pour que j'aille directement au stock. Mais pour les clients normaux, il faut que tu te promènes dans le magasin. Pas je comprends. Tu sais, t'as de trail. Là. Tu te promènes. Là, tu es perdu là-dedans. Tu te promènes. Ça finit plus. Tandis que moi, j'ai pris le shortcut. Moi, j'ai passé à travers les murs. Là. Boum. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Les dernières fois que je suis allé, j'ai découvert ce genre de... J'ai découvert... c'est bizarre, là, je restais à côté du Ikea, mais je connais plus celui d'ici que celui de Québec. Donc, je sais comment couper pour aller à travers, pour ne pas être obligé de faire le tour. Puis juste de savoir où sont les passes de même, ça me sécurise. Non, j'ai peur. J'ai peur de... Puis surtout, depuis qu'on a appris que les histoires en Chine, que s'ils détectent un cas de COVID dans l'Ikea, ils vous embarquent dans un Ikea pendant 2 semaines. Oui. Ça, là, quand j'ai lu, c'est arrivé 2 fois en passant, en Chine. Ça, imaginez-vous, là, on barre les portes, on ne peut plus sortir du Ikea. Je comprends, il y en a qui vont dire « Ouais, le saumon est bon, les petites boulettes sont bonnes, les crèmes molles sont bonnes, les hot dogs sont bons. » Ouais, mais là, t'as peu, là. Moi, j'ai de la misère à aller 1 heure chez Ikea. Je ne peux pas passer là 2 semaines. C'est sûr que je m'étouffe d'un coussin, là. Ben, moi, le Ikea, pour moi, c'est un restaurant, là. Ben, justement. Toi, c'est un restaurant. Toi, je sais que tu aimes aller manger là comme restaurant. Oui. Ben justement, ben là, il y a un côté romantique, pareil, pour le Ikea. Ça va donner... Oui, non, c'est ça. On s'en va... Non, on va dans le romantisme. Moi, je pense que Mr. White, qui adore manger au Ikea, là, il y a quelque chose de le fun. Il va mais c'est-tu le tweet que j'ai vu de Marie, là, notre intense sur... C'est-tu de là que ça vient? Ben, on va pouvoir aller souper un souper de Saint-Valentin au Ikea. Ah. Exact. C'est elle, ça vient de elle, je l'ai vu. Elle dit, si jamais j'avais un chum, puis il m'invite à la Saint-Valentin à manger au Ikea, je le crisse là. Non, mais il va avoir un vrai lunch. C'est pas inventé, là. Non, mais je sais, mais je veux dire, elle, ce qu'elle veut dire, c'est je comprends. Qui va y aller? Tu sais, franchement, inviter ta femme au manger au Ikea pour la Saint-Valentin.
Ben, Jeff, ça va être plein. Arrête! Ben oui, ça va être plein. Ben voyons donc, ça va être plein. Comment ça? À Saint-Valentin, t'es assez cheap pour amener ta... Toi qui ne fêtes pas à Saint-Valentin, by the way, là, qui y croit pas, ben, il y a un gars qui va oser dire à sa femme, je t'invite à manger au Ikea pour la Saint-Valentin. Voyons, c'est un cas de claque sa gueule. Là. Il va y avoir des mocktails, il va y avoir des cocktails sans alcool. En plus? Oui. Ah oui, regarde. Non, tu n'auras pas 3 services. Oublie ça, là. Avec des boulettes, des patentes. Non. Le Ikea, Jeff. Ah, mais c'est une cafétéria. Tu peux pas emmener ta femme que t'aimes pour la Saint-Valentin à manger au Ikea. Là. Parce que t'as oublié quelque chose. Tu n'as pas juste le repas. Il y a combien de rabais sur le stock? Non, c'est 39,99 la bouffe. Okay. Le lunch de Saint-Valentin, 3 services, c'est de 40$. C'est pas cher. Mais il n'est pas là l'histoire. L'histoire, c'est que ta blonde, elle va vouloir y aller. Parce qu'après ça, tu vas aller faire un magasinage. Ça va être le duo, là. Magasinage. Tu vas sortir de là, Jeff. Ça va coûter 40$ de boulettes avec un mocktail. Mais tu vas sortir avec des chaises, des lampes, des patentes, des affaires de cuisine, des couteaux, des fourchettes. Tu vas sortir avec du stock, là. C'est ça, ça c'est garanti, là. Mais c'est ça l'histoire. C'est que pour attirer ta blonde à souper... OK, tu dis, je t'invite à manger au Ikea, mais en échange, vu que tu trouves ça un peu cheap, tu peux t'acheter ce que tu veux dans le magasin, c'est le cadeau de la Saint-Valentin, c'est ça? Ben oui. Et ça, Ikea là. te donne aucun break au niveau du stock? Il n'y a pas d'un genre de spécial Saint-Valentin? J'ai rien vu. Mais quand même, moi, c'est sûr que ça va être plein. Ça, j'en suis non, mais gars, si vous faites ça, je vous juge pareil. Là. non, sérieux, je vous juge. Moi, je veux... Mr. White qui aime aller manger là, si jamais tu passes là le 14 février, je veux que tu prennes des photos. Je veux voir qui est là. Alors, c'est mardi, le 14 février. En parlant de bouffe puis de restaurant puis ça. Ah, mais moi, je vais y aller. Je vais être là. Ben oui, mais c'est ça. Je t'assure. Je vais y aller. Non, je sais, t'assure. Mais je vais y aller tout seul. Oui, OK. Je vais aller dîner à Saint-Valentin tout seul. OK. OK, le gars tout seul. Ouais. OK, ça marche. C'est avec le repas, là, boulette, pas tant de choses, là, avec le... C'est spécial, pareil. C'est spécial. Hey, avant que tu ailles ailleurs, moi, j'ai pas aujourd'hui, j'ai tellement de stock que j'ai pas le droit d'avoir une poubelle, donc... Non, t'as le droit. Oh, il n'y a pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Ben, tu me l'as pas mis dans la liste, là, donc j'ai vu que j'étais pas là. C'est de ma faute, pas Reg, mais Jerry veut pas m'avoir. Pas Jerry, voyons, Mr. White. Voyons, 6 mois, j'ai donc bien des crânes dans le cerveau. Mais Bruno m'a écrit. Et vous savez qu'on entend parler... comment? Marchand? Non, arrête. Je pensais... J'avais compris, mais je voulais que tu le répètes. Non, mais Bruno, c'est un pirate et ça, c'est inquiétant pour ce qui s'en vient parce que ça va finir, comme Régent l'a dit tantôt, ça va finir qu'on va être obligé de bâtir des logements communistes pour mettre le monde dedans parce que les gens qui veulent acheter en ce moment des triplex ou des quadruplex, tu sais, comme on a parlé souvent d'investir en immobilier, en ce moment, là, oubliez ça, là, il dit, je regardais pour acheter un triplex à Saint-Augustin de 569 000 $ avec des loyers dedans à 1 000 $, donc ça veut dire 3 000 de revenus. Taux hypothécaire de 5 % et plus. Il dit, il n'y a aucune rentabilité pour un propriétaire en ce moment. C'est impossible. Les loyers ne sont plus assez élevés pour les dépenses et l'augmentation est très limitée par la régie. J'ai regardé son document, il n'y a plus rien qui marche. C'est rendu trop cher. Les taxes sont trop chères, le financement est trop cher, le prix de la bâtisse est trop cher, les rénaux sont trop chers. Excusez-moi, là, personne ne le voit, là, mais on est en train de créer un monstre au niveau de l'habitation. Puis nos innocents d'élus sont après toutes les patentes woke, les histoires de réchauffement de la planète. Ce monde-là est complètement perdu, ils sont complètement plus à la coche. Il est en train de se brasser un marasme au niveau de l'habitation avec l'histoire des taux. Parce qu'on pensait qu'avec les taux, tout allait s'écraser et que le prix allait s'écraser. Le prix s'est ajusté un peu, mais pas assez que là, finalement, on se rend compte qu'on aurait été mieux de payer plus cher il y a 1 an avec un taux bas que prendre les prix d'aujourd'hui avec un taux élevé. Il n'y a plus rien qui marche dans patente. C'est ça que je vais vous dire. Le reste de la boîte, Jerry, qu'est-ce que tu as dedans? Mais Régent a raison. Hey, ça, quand il l'a dit,
J'ai dit, ça vient quasiment de la tête à... Ça vient de la tête à Jerry, ça, là. L'avenir, c'est les HLM. Là. C'est les HLM. C'est ça, l'avenir. C'est des gouvernements qui bâtissent des affaires gris, puis ils vont parquer le monde dedans. Comme en URSS. Voilà. C'est là qu'on s'en va, là. C'est là qu'on s'en va, parce que le privé va se tasser. Puis là, ça va prendre du logement abordable. Le nombre de compagnies privées en ce moment qui bâtissaient des tours à Montréal avec des appartements en location, que la construction est arrêtée en plein milieu en raison du financement, c'est ça. Qui ne fonctionne plus avec les taux trop élevés, c'est épeurant. Il faut que le pauvre reste quelque part. Oui. Et quand tu es dans un endroit où il y a beaucoup de pauvres, il faut que tu parques quelque part. Et là, tu parques où? Tu parques dans des HLM. C'est ça l'histoire. Donc, quand tu mais as-tu vu les prix des HLM qui partent? Le coût par appartement à bâtir? Non, ça ne tient pas de bout, mais c'est pas grave, c'est le gouvernement qui paye. Le gars, il rentre dans le logement, il y a un 4,5 ou un beau 5,5 à 550. Même si c'est le gouvernement qui paye, à un moment donné, c'est nous autres qui payent. Non, mais je sais, mais ça, c'est... C'est une roue sans fin. On est en train de s'entourer une corde alentour du cou. Personne ne s'occupe de ça. Ils sont tous défocusés, complètement perdus dans toute le crise de bebelle. Mais l'Empire soviétique est tombé comment? Bien, à un moment donné, ça a tombé. À un moment donné, l'Empire soviétique a tombé. C'est aussi simple que ça. C'est que c'est une place de pauvres. Et à un moment donné, tout tombe. Ouais. C'est ça l'histoire. Là. Hey, l'autre histoire, on n'a pas trop parlé. Ça, c'est une affaire typique Québec. Mais quand même, ça peut servir peut-être pour ailleurs. Peut-être même pour Montréal. Oh, OK. Les commerçants, ici à Québec, on a plusieurs belles rues. La rue Cartier, rue très populaire, dans Montcalm, le quartier Montcalm, la rue Cartier. L'affaire, c'est qu'eux autres, parce que tu as des commerçants, puis ils ont fait un genre... Eux autres, ils ont fait un test. Hein, ils ont enlevé la moitié des voitures sur la rue, puis ils ont rendu cette rue-là quasiment full piétonnière pendant l'été. Là. Ils ont fait des tests. Puis les commerçants ont embarqué, c'était le fun. Les journalistes étaient contents, les Greens étaient contents, puis les activistes anti-char étaient contents. Oh yes, on fait là. Là, ils étaient prêts à le faire partout, là. Partout à grandeur de la ville. Mais le problème, c'est que le chiffre d'affaires des commerçants, 50 %, c'est 49, là, on va arrondir. 50 % des commerçants ont dit qu'ils ont une baisse du chiffre d'affaires. Wow! 11 % ont dit qu'il y avait eu une hausse, puis 39 % ils ont dit stable. Donc, tu as quand même la moitié des commerçants qui ont crevé, là, crevé à dalle. Puis là, l'association, ils disent... C'est le fun des rues piétonnières aussi. Ouais, moi, je dis pas que c'est pas le fun, là. Je comprends que c'est le fun. Il faut que ça marche. Ben voilà, c'est ça l'affaire. C'est que si tu fais un test, mais là, ils veulent pas en avoir pour l'été prochain. L'été 2023, ils veulent pas en avoir. Il ne va pas en avoir parce qu'ils disent on laisse ça, pas de patente de piéton. Là. Non, on laisse faut que ça circule. Faut que ça circule. Hey, regarde, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Là. Je vais te résumer ça, là. Y a-tu du parking? Non, je vois pas. Ben, moi, la dernière fois que je suis allé là, ça fait à peu près peut-être 1 an et demi, j'ai pogné un ticket de parking de 60 pièces. Et c'est sérieux? Oui, parce que j'étais parqué un peu... Tu sais, j'étais parqué trop proche du stop, là, tu sais. Ah oui, je comprends. Fait que là, quand je suis arrivé, la fille est en train de mettre le chose dans mon... Là, j'ai dit, donne-moi mon ticket, là. Mais j'ai dit, moi, c'est sûr que j'en reviendrai pas dans cet environnement-là de sitôt. Il écœure le monde. Il écœure le monde. Il écœure le monde. Il écœure le monde. Et ça, il faut qu'il le fasse. Quand il voit des chars bleus là, qui checkent les parkings, de même, là, les commerçants... Sortez avec un balai et allez crisser des coups de balai sur le char. Ils vous nuisent, ce monde-là. Les assises patentes là, de pas parquage là, puis l'autre affaire là, puis come on, man. Hey, avant de partir vers Yves Landry pour le dernier bloc, Reg, il a mal. Reg a mal. Et je le comprends très, très bien. On s'entend que Reg il a donné une chance... au Québec puis à Montréal très, très longtemps. Tu sais, Montréal, c'est plus que l'île maintenant. C'est... puis il a raison, Laval, ça a changé énormément au niveau linguistique, puis au niveau... ça a changé beaucoup, Laval. Mais
Montréal, c'est une grande métropole. Tu sais, c'est quand même une grande région. C'est 4 millions un peu dépassé. Il y a de l'activité. Ça va loin. On est rendu jusqu'à Saint-Hyacinthe d'un bord, Mascouche quasiment de l'autre bord. Tu sais, on s'en va dans le nord de Montréal après. Tu sais, c'est un grand territoire maintenant. Mais l'île est quand même essentielle. C'est quand même le poumon économique du Québec. Mais ça. Tu sais, je veux dire, ce symbole-là, tu sais, il y a des gens qui trouvent ça fun de voir qu'il y a des gros problèmes à New York. Moi, j'ai rien. Personne gagne quand les grands monuments économiques de notre entourage vont mal. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas te réjouir de ça. Tu ne peux pas te réjouir. Tu as intérêt à ce que tes grands centres financiers, tes grandes villes. Tu sais, en anglais, il y a 2 termes. Il y a town, parce qu'en français, il y a un mot, c'est ville. En anglais, tu as 2 villes, tu as 2 noms. Tu as town et tu as city. OK? City, c'est une big town. Les cities, là, Montreal City. Québec City, c'est bizarre. Québec, ça, c'est une town. C'est une town, c'est ça. OK? Montreal City, là, pour les gens d'ailleurs, pour les gens d'affaires, faut que ça soit big. Faut que ça soit... Puis, sais-tu quoi? Il y a des opportunités en ce moment. Il y a des villes qui, de par leur wokisme, par leur communisme, sont en train de l'échapper. San Francisco, Los Angeles, quelques endroits comme ça. Il y a des opportunités pour ces grands centres-là de sortir du lot. Montréal a tout ce qu'il faut pour être une ville extraordinaire en Amérique, pour être une puissance. Il y a des problèmes à Toronto. Tu sais, Toronto, on enviait Toronto il n'y a pas longtemps. Il y a des problèmes. Il y en a à Montréal aussi. Mais je veux dire, c'est rien comparé à Toronto. Tu sais, Toronto a ses problèmes en ce moment. Montréal est dans un temps où il pourrait profiter de ça. Et on est sclérosé par notre manque de richesse. Nos histoires de village un peu, nos patentes, nos règles, nos ci, nos ça. On est, comme je le dis souvent, puis je vais le dire encore plus souvent, on est défocusé raide. Ah oui. On est défocusé raide, c'est notre plus gros problème. Patente de syndicats aussi. Patente de syndicats aussi. Ah oui. Ah oui, tu ne peux pas mener la ville avec ce syndicat-là. Non, c'est sûr. Si tu veux que la ville se mette à fonctionner, il faut que tu crisses ce syndicat-là à terre. Non, mais c'est sûr. Va vider les poubelles, il ne va pas vider les poubelles. À un moment donné, quoi tu veux faire? Il ne vide pas les poubelles. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un service de base, tu ne vides pas les poubelles. C'est surprenant à quel point c'est pas long de tuer une ville pareil. Non, c'est pas long. C'est quelque part. C'est parce que tu t'en rends pas compte. C'est petit peu par petit peu, pour un moment donné, tu te réveilles. Hein? Tu sais, moi, j'étais un amoureux de Montréal, puis je ne vais plus à Montréal. Moi, quand j'étais petit, qu'on allait voir les expos, là, c'était une grosse sortie. Là. Ben oui. Moi, j'ai vu voir 50 games des expos. C'est une des raisons. J'allais aux expos, mais après, c'était pour sortir, on allait ici, on allait là. Regarde, Montréal, c'est fun, là. Anyway. Hey, on s'en va vers Yves Landry, ici même sur Radio Pirate Live, en ce mardi. C'était la boîte à Jerry. Yes. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Salut, Yves. Yeah. Hey, c'est bon. Comment tu vas, mon vieil ami Yves? Je vais, dans les circonstances, très bien. OK. Je suis chanceux, privilégié, ben oui, et puis je suis toujours un passionné des choses qui m'entourent. Rien d'extraordinaire, mais je vais bien. C'est bien mené. C'est bien mené, donc je pense que forme, oui. tout ça. Ouais. T'es allé voir notre chum, excuse-moi Jerry, t'es allé voir notre chum Jean Blouin à l'hôpital, qui s'est fait donner un foie, puis qui... écoute, moi, transplantation de foie, j'ai pas entendu ça souvent en tout cas, ça n'a pas passé dans ma tête souvent. Je savais que ça se faisait, là, mais je savais pas que ça se faisait dans le coin de chez nous, puis je savais pas que quelqu'un proche de nous autres pouvait avoir ça à un moment donné. Mais les photos que tu m'as envoyées dans le temps des fêtes, ça m'a shaké. J'ai écrit à Jean à un moment donné, là, j'ai écrit à... Mais ça m'a shaké, notre chum Johnny. Tu viens de parler de boxe. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui partent sur des passions. Ben après ça, quand ils voient la réalité d'une chose, ils comprennent. Entre entendre parler de quelque chose, être passionné de quoi, puis le faire le vrai, tu vois la différence. Recevoir un coup de poing en pleine face et se faire péter le nez,
ça te donne une réponse entre ce que tu rêvais et c'est quoi la réalité. Oui. Et quand je suis allé voir Jean, à l'hôpital. Et d'abord, les couloirs c'est difficile de passer au travers des couloirs parce que c'est embourbé. Tu peux pas croire qu'un être humain, à quelque part, est conservé en vie au travers ça. Ouais, c'est dégueulasse. Au 8e étage de l'Hôtel Dieu. Et je suis rentré dans la chambre, mais c'est parce que Jeff, de toi et des gens, moi j'écoute le monde autour, quand quelqu'un a une passion qui est vraie, j'achète ses images, puis ça m'imprègne, puis je trouve ça bon. Le hockey, tu sais, tap-in, puis les expressions. T'as tout le temps parlé de hockey avec grosse passion, tu en as joué, puis t'as des mains. Jean Blouin est un gars qui a été pressenti par la Ligue nationale, qui a fait le camp d'entraînement, il est allé à Tampa Bay. J'y ai raconté en allant le voir. Et Denis Savard vient le voir, c'est gros pareil. T'sais, il raconte comment il est ticu. Il pensait jamais qu'il allait se rendre là. Mais avant d'arriver à ce camp d'entraînement-là, il en a arraché à perdre une coupe de dents, puis ceux d'en avant, ceux qui se fait le plus mal. Il veut, le gars. Là. Il est gros, des gros doigts, des gros pouces. Quand il s'achète des gants, ça prend du XL. Puis il doit chausser des 14. Il est fort, c'est un bœuf. C'est pour ça qu'il est rendu au camp d'entraînement. C'est pas facile. Denis Savard vient le voir, il est gêné. Il dit, Denis, je suis avec toi là, faire un set. Comment tu veux ça? Denis Savard, qui aurait pu vendre la caisse de confiance, il aurait pu vendre ça à la caisse. Des 53 pieds, acheter la confiance de Denis Savard en caisse. Il le regarde dans sa réponse, tu vas deviner, il dit, tu me connais? Jean, il dit, ben oui. Bon, ben moi, là, j'ai la rondelle, OK? Bon, quand j'ai la rondelle, là, si je la perds, t'apprends, tu me redonnes. C'est ça que tu fais. C'est l'histoire la plus fabuleuse que j'ai jamais entendue de Jean, puis il la raconte avec humour. Il y a 51 ans. Mais Jeff, quand je rentre dans la chambre, je vois un gars palanté en V, les deux talons accoudés sur le pied du lit, une infirmière en train d'y mettre des pansements, parce que le phénomène du foie qui ne travaille plus crée des affaires épouvantables, musculaires au niveau des nerfs et au niveau de la peau. Mon père a eu ça. Gilbert a eu ça. C'est terrible. Gilbert est décédé jaune. Là. Il y a été des semaines que le foie ne fonctionnait plus. Là. C'est, non, tu peux pas savoir qu'un humain peut venir jaune de même. Là. Qu'un humain peut venir jaune de même et qu'un humain est malade de même et que les hôpitaux sont remplis. Ah oui, parce qu'il s'empoisonne. Ça n'a aucun sens. Le blanc de l'œil est jaune, mais jaune sucre d'orge. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, regarde, je connais l'image, pas à peu près. Là. Juste vous dire, Johnny, avec les Castors de Saint-Jean, 35 games quand il était jeune, 12 buts. L'année d'après, échangé au Tigre de Victoriaville, 56 matchs, 30 buts. Ensuite, l'année d'après, échangé pendant la saison au Titan de Laval, la saison ensemble, 37 buts. S'en va avec Lumberjack dans la Ligue internationale. Après ça, revient avec les Titans de Laval, recompte un 27 buts, comme joueur de 20 ans. S'en va dans la East Coast, s'en va dans la Ligue internationale, s'en va dans la Ligue américaine avec les Prince Edward Island Senators. Donc, les Thunder Bay aussi dans l'autre, ça c'est l'autre ligue. L'AHL encore, avec l'île du Prince-Édouard. Grand Rapids. Après ça, il est allé jouer pour les Border Cats de Port-Huron. Donc, quand même des... Et là, il est allé jouer dans la WPHL et c'est là qu'il a trouvé sa femme au Texas pour les Outlaws de San Angelo. 63 buts en 48 matchs, 47 buts en 57 matchs et 38 buts en 51 pour finir dans la Ligue nord-américaine avec l'équipe des Garagots, donc du Garagot de Saint-Georges. C'est ça la carrière. Puis Jean ça a été le premier coach quand on a acheté le Radio X des As de Québec de Frank Lefrançois. Mario était le directeur hockey. Mario et moi, on s'est dit, on faut trouver un coach à l'image du club qu'on veut avoir. Et le gars qu'on a choisi tout de suite, c'était Johnny. Parce que c'était un gars avec du chien. Un peu comme toute la famille le sont. Pat, même chose pour Sylvain, etc. Donc, des vrais de vrais. Puis Johnny, c'est un vrai, là. Johnny, c'est un Christy de vrai, là. C'est un vrai et c'est un homme bon. Magnétique et bon. Et la sympathie qu'il avait envers moi, parce que je le faisais rire, puis était sincère. Or, j'ai jamais pu ignorer Jean. Même avec l'histoire du garage, des fois j'avais des contacts, on s'appelait, j'allais le voir. C'est un ami. Ça s'appelle un ami.
Et quand je l'ai vu à manger, j'en pouvais pas. 51 ans, Jeff. Je Et sais. là, je te dis comment il est à manger, là. Je l'appelle. Je l'appelle, il répond. Il réussit à répondre. C'est parce que le médecin a dit à sa femme, il est très malade. Jean est très malade. Il répond. J'ai dit, Jean, c'est Yves, je vais aller faire un tour, je vais aller te voir. As-tu besoin de quelque chose? Amène ta bonne humeur. Amène ta bonne humeur. Vois-tu comment il est intelligent, comment il est accueillant, comment il est humain? Il n'a pas le droit de souffrir. Pas lui. Pas lui. Quelqu'un qui est malsain, quelqu'un de croche, je sais pas, essayez de mettre ça juste sur les individus. Je comprends pas pourquoi des gens payent. J'ai pas dit qu'il était parfait. Rien n'est tout blanc, tout noir dans la vie. Mais le sens de Jean, à la source, c'est un homme bon. À un moment donné, je vois une photo, je dis, c'est pas Jean. C'est pas lui, Jean. Je suis pas en train de dire que c'est le nec plus ultra, là, et que le soir, avant de me coucher, je pense c'est pas ça, là. Je fais juste énumérer le nombre de bonnes personnes qu'on a autour de nous, et Jean en fait partie. Il me raconte, et il y a de la misère à souffler, parce que ses poumons sont compressés, parce que son ventre grossit, que la photo que j'ai vue, il dit le pire, le soir même, j'ai demandé au bon Dieu qu'il nous lâche, mon chien est mort. Il pensait à son chien. J'ai beaucoup de sentiments vis-à-vis Jean, et il n'est pas le seul être humain malade, frappé par la maladie. Tu viens de raconter que ton père est parti. C'en était un autre bon, on l'appelait le visiteur. Les gens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont empreints à la souffrance. Non, mais c'est parce que à Noël, quand on est jeune, on se le dit souvent, en vieillissant, ça change, mais pas à Noël, mais au jour de l'an, quand on parle de la santé, ça fait toujours quétaine un peu. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas zéro. C'est tout, Jeff. Là, il me regarde, il dit... Je devrais, un jour, j'étais comme toi debout, là. Hey, j'étais bien debout. Là, je suis plus capable. Ça fait 3 fois qu'il retombe. Et il est en train de me dire, pour lui, tu sais, pour moi, là, aujourd'hui, je pensais à ça tantôt, j'aimerais ça, un Mercedes V6, une Lotus, j'aime le châssis, parce que sur du vallon, à 4 h du matin, quand il n'y a personne, je pourrais le prendre à 140, m'amuser. J'ai tout ça d'affaires, je trippe dans ma tête. Lui, son rêve, ce qui le serait le plus cher pour lui présentement, c'est se tenir debout. Ouais. Toi puis moi, puis toute sais. la gang en studio, c'est niaiseux. Là, on se lève, on se tient debout, on apprécie. Il n'est plus capable, ses pieds ne le portent plus. Et pourtant, tu sais, je regardais les images qu'on voyait dernièrement à l'hôpital après l'opération, puis... le pouce en l'air, que tu fais à mitaine? Le pouce en l'air avec toute la peau toute jaune. Puis, tu sais, je regardais les dernières photos qui m'ont... Écoute, il n'y a pas longtemps, là, il m'a envoyé une photo au mois de septembre avec ses gars en train de prendre ses gars dans la piscine au bout de ses bras. Il m'a envoyé ça par Messenger. Oui. Puis, tu dis, voyons, c'est marqué, c'est pas vrai, c'est pas septembre, c'est le 9 juillet 2020. C'est hier, ça, là. Oui. C'est hier, top shape. Oui, il y a eu des problèmes de santé avec le temps, il y avait la maladie de... Comment on appelle ça, le crâne. Ouais. Il y a toujours des petites affaires de journée à cause de ça. Mais, et là, tu vois un gars qui est complètement... Alité. C'est ça. On dirait un corps d'enfant quasiment. Là. Et toujours en train d'essayer d'espérer le prochain souffle. Puis j'exagère pas. Là, j'ai dit, je vais y aller parce que, tu sais, à un moment donné, on ne veut pas rester parce qu'on sait qu'on les force. Puis que ça ressemble à un paquet de derniers instants. Tu sais, tu niaises pas là, puis tu démarres pas des conversations à n'en plus finir. Il y a de la misère à souffler. J'ai dit, je vois que tes gars jouent au hockey. Il y a des mains. On peut penser que nous autres pensaient qu'on avait des mains. Hein? Et là, il me shake son poignet de gauche à droite pour me montrer comment son gars a des mains au hockey. Et dans ses yeux, une petite lueur infime, puis c'est le hockey qui la crée. Tu sais, quand t'as une passion. Ouais. Alors, oui, je suis allé voir Jean, comme tu dis, que tu connais, que tu apprécies, l'engager comme coach, puis, tu sais, ça frappe. Je suis impuissant, je peux rien devant ça. Mais les images donnent beaucoup de leçons, tu sais. Veux pas. T'apprécies davantage. Mais ça. Hey, grand tour de roue, comment ça va, justement, parlant de t'occuper de gens qui peuvent avoir du mauvais temps, entre autres les enfants, ça a toujours marqué un peu tout le monde. C'est drôle, hein? J'ai pensé à toi cette semaine quand j'ai vu la première page de Piquet Souban que j'ai trouvé très sauvage parce que au-delà du montant qui n'est pas atteint, c'est quand même quelqu'un qui a donné de son temps pour trouver 6,5 millions ou 6,7 millions à date
alors qu'il y a eu la pandémie et tout. J'ai trouvé que c'était... Il y avait quasiment une première page comme de quoi que c'était un voleur. Puis, un peu comme Régent l'a souligné, Régent a fait un article là-dessus, puis on n'a pas eu le temps de s'en parler tantôt, mais Régent m'a souligné dans l'article en disant « J'espère que ça ne découragera pas les gens comme toi, Yves, de faire ce genre de... » Parce que tout le monde sait, moi j'en fais aussi de mon bord avec les œuvres Jean Lafrance, mais c'est pas à la hauteur que toi tu fais. Moi, c'est une activité, on va avoir à peu près 50 000, puis c'est beaucoup toute l'organisation qui est derrière moi qui fait tout le travail. Mais quand on voit ça, puis que des gens se donnent, puis qu'ils se ramassent en première page du journal comme s'ils avaient volé de l'argent, puis que... alors qu'on sait comment c'est de l'ouvrage. Tu sais comment c'est de l'ouvrage. J'ai pensé à toi quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement injuste, parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de faire ça non plus. Et peu importe que tu as choisi de dire, écoute, je vais ramasser 100 000, je vais ramasser 25 000, puis que finalement, tu arrives short de 20 000, ou de 5 000, c'est 20 000 de plus qu'ils n'avaient pas pour arriver à leur projet qu'ils veulent faire, puis qui va permettre d'avancer dans la recherche, ou encore, dans le cas des autres, c'est peut-être de donner un coup de main pour les familles alentours. J'ai trouvé ça vraiment inhumain comme première page et comme enquête sur Piquet, Sauben. J'ai trouvé ça... J'ai dit, pour les gens qui le font, ils vont quasiment avoir peur maintenant de savoir ça dans le journal en disant « Hey, y a-tu quelque chose que j'ai fait qui va faire que mon livre va m'avoir ça dans le journal? » Même quand tu veux faire du bon maintenant, on dirait que tu peux être visé par la chasse médiatique qui est ouverte pour tout le monde. C'est très délicat. C'est très délicat. Quand j'étais flot, j'avais vu une image qui me faisait capoter. C'était Lionel Brejnev qui, devant lui, avait un ours, et l'ours avait le globe terrestre au bout de son nez. Il jouait avec un ours. Et l'ours pouvait faire péter la planète, tu comprends-tu? C'était ça l'image. Oui. Il y a des secteurs qui sont très dangereux. Très dangereux. L'histoire de la pavoison, de m'as-tu vu, me reconnais-tu, c'est très, très... C'est dangereux. Il faut faire attention. Je le fais pour moi aussi. Il ne faut pas que tu oublies que cette activité-là me fait foutre le camp dans le bois. J'adore la forêt. J'ai marché en 54 heures. J'arrive, là, j'ai couché dans le bois, Jeff. Je fais du camp d'hiver. Fait moins 16 dans le bois, là, sans chauffage, pour pouvoir éviter les coups de fréquence d'essence et tout. Et j'ai démarré Expédidon, où je suis commandité à temps par kilomètre. J'ai fait 67 kilomètres de forêt et de montagne avec les ascensions et tout en 54 heures. Mais, en tout cas, c'est des chiffres. Mais je trippe à côté d'embarrure. J'adore ça. D'abord, je m'isole parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'effraient. Je m'entends pas avec grand monde. Je suis dans un sentier, je rencontre quelqu'un, je me cache. Comme dans un dessin animé, là, tu sais, pouf, dans la neige. Pas pour qu'il disparaisse. J'entends parler quelqu'un, je pars à la course. Bon, je suis un peu extrême, mais qu'importe. On devient le même en vieillissant. Je sais pas trop. C'est pas un défaut. Je sais pas trop. Tu sais, hey, salut! Oh non. Mais, en tout cas, bref. Hey, te souviens-tu que même les compliments m'énervent? Alors, ça me sert, tout ça. J'avais une thématique au début. C'était avec toi que j'ai démarré ça. Tu sais, puis je fais pas de radio, je suis pas avec toi, je peux pas faire ça. Alors, ce tremplin-là, il sert, il est là 19 ans plus tard. Pourquoi j'ai toujours gardé ça avec moi? Parce que c'est très gratifiant, parce que ça me redonne aussi. Mais ma base au départ, qui était de ne jamais utiliser l'argent des dons pour créer mes événements, elle est toujours de mise. Et il n'y a pas de frais d'administration. C'est sûr que je vais avoir des copains pour les frais d'essence, mais ce n'est pas pris sur un don. Et je dois ramener, évidemment, mes factures. C'est normal. Faire quelque chose de clean, ben, tu fais quelque chose de clean. Le docteur Michon m'atteste que toutes les recherches qui sont faites en oncologie pédiatrique de 0 à 16 ans servent illico ici à l'équipe. Alors, je le fais pas pour rien. Merveilleux. Mais puisqu'on parle de ça, tu sais, puis tu me parlais là, justement de Sauben, puis la trappe à Pavoison, puis Planète Montréal, Média, là. On est en train de dire... J'ai trouvé ça terrible aussi. J'ai lu 2 phrases, j'ai arrêté. Je connaissais le reste, je voyais comment c'était parti. C'était parti tout croche. Christian Rouleau. Tu connais Christian? Très bien. Christian t'adore en passant. Christian, il dit, une année, j'étais tellement occupé, mais juste pour l'encourager, je payais mon abonnement Radio Pirate, puis je pouvais plus l'écouter, j'avais plus le temps, il y avait trop de podcasts, mais je le prends pareil. C'est un de tes meilleurs auditeurs. Oui, je sais. Un gars qui a été échappé parce que dans le temps à TQS, il y avait une couleur, une teinte, il y avait une essence, Christian, qui était parfaite sur cette télévision-là. Alors évidemment, comme il était bon, il a été éclipsé. Il fallait garder moins bon. Mais bref.
Christian est très malade aussi. Tu sais, Christian a eu une nouvelle. Christian, c'est un gars très silencieux. Hein? Très silencieux. Il me racontait cette semaine comment il avait fait comment il avait agi pour en arriver à des gros résultats et il s'est jamais vanté de ça. Il travaille en arrière-plan, il travaille fort. Christian est quelqu'un qui a réussi avec le bout où on dit de tout mérite. Il s'est fait seul. Il n'y avait aucun mentorat en affaires, Christian. Puis il me racontait comment il a travaillé, de quelle façon il a agi et comment. C'est extraordinaire. C'est que Christian a décidé de donner 25 000 $ au Grand Tour de Roue. Wow, j'ai vu ça, je capotais. C'est pour ça que je l'ai salué d'ailleurs, puis j'y ai écrit aussi, regarde, extraordinaire. Mais tu sais que j'ai eu des gens en privé qui m'ont écrit pour dire qu'il faut être capable de le donner pour le donner. Ah, come on, man. Je te le jure. Je te le jure. Les réactions... Non. Alors là, je me disais, tu sais, ton intro tantôt était très brillante parce qu'elle m'a ramené là-dessus. Le fait que j'ai un cadeau comme ça, de quelqu'un d'aussi généreux, d'aussi bon. Christian est un homme bon. Là. Tu rencontres Christian, puis tu cherches le mauvais, tu vas vieillir avant de le trouver. Je n'ai pas dit qu'il était parfait, mais c'est une figure de style, je te fais. Et il prend la peine de le faire. Oui. Puis il dit, je vois tous les efforts que tu fais, c'est rien. Moi, je signe un chèque, puis je passe à autre chose. J'étais un peu, Christian, tu as toujours bien construit ce qu'il fallait pour amener ça. Là. Il l'a pas volé. C'est ça. Il l'a pas volé, là. Il a su comment faire. Mais en même temps, tout ça crée une forme de jalousie ou de refus. C'est capoté comment, dans certaines situations où tu regardes des angles, quand quelqu'un offre quelque chose qui est notoire et que les gens ne peuvent pas s'affirmer à la même hauteur, au lieu de rien dire, ils piquent pour essayer de dévaluer ça, de diminuer ça. Ou de se remonter eux. Exact. Ou de se remonter. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un. Tu l'as dit, là. Christian, c'est un gars qui faisait la météo à TQS, il a fait un peu d'argent. Je ne sais pas comment il a pris son premier paiement pour acheter son premier bloc. Mais après ça, il s'est ramassé avec, je ne sais pas, une affaire comme 400 portes ou quelque chose de même, et même plus peut-être. Il s'est bâti lui-même, mais il a probablement travaillé très fort. Il a fait des sacrifices. Il a pris des risques. Il n'y a rien de petit là-dedans. Là. Ça se fait tout avec de l'effort, puis ça se fait avec la tête, puis ça se fait avec beaucoup des fois, des moments tough. Là. Ben, t'as pas volé personne, comme tu l'as dit. T'as pas volé personne, mais de juste dire, ouais, mais il faut que tu l'aies pour le donner. Toi aussi, tu aurais pu l'avoir. Tu as choisi de te contenter de ce que tu avais. Tu n'as pas à diminuer celui qui a fait des efforts pour en avoir plus que toi. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. Je vais mourir, c'est ce bout-là que je ne comprendrai toujours pas. Même en vieillissant, on dit qu'on est plus sage. Il y a des bouts qu'on ne finira pas par comprendre. La bosse des affaires, non. Le goût du gain, Christian, je pense, enfant, et la volonté de réussir avec l'assurance. Il l'a senti. Il l'a senti. Christian n'est pas issu de tout ce que ça prend pour pouvoir bien réussir. Là. Tu comprends, dans la vie? C'était difficile chez lui, là. Mais il y avait à l'intérieur de lui le goût du gain, le goût de la victoire, le goût de gagner. Il a commencé avec rien, il a commencé avec un 2, et à un moment donné, j'étais surpris. Je rencontre Christian, peut-être il y a 20 ans. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je viens-tu une place? On va aller à un burger, on va faire de quoi? On va jaser. Il dit, non, il faut que j'aille passer à la tondeuse. Oui, c'est ça. Il allait tondre le gazon. Au début, tu vas avoir une équipe de gestion et du monde qui font tes affaires, tu les fasses toi-même. Là. Oui. Changer des toilettes, mais à la source, là. Ah oui. Et avec une vieille voiture, puis, tu sais, mais des années et des années. Mais il savait ce qu'il s'en... Il a réussi. Donc, ça veut dire que cette année, le Grand Tour de Roue part avec un bon montant. Donc, c'est motivant. Bien, je suis rendu, oui, c'est motivant. Je suis rendu au total, après 19 ans, à peu près à 550 000. C'est très fort. Mais on n'a jamais touché un 10 sous, puis on va directement pour les protocoles de traitement. Il y a des protocoles maintenant qui partent d'ici à Québec, puis qui s'en vont à Boston, puis qui s'en vont en Philadelphie. Là, donc, c'est comme l'inverse de ce qu'on avait au début. C'est-à-dire que souvent, au début, c'était, oui, on donnait un peu d'input, mais c'était souvent de par vu qu'on commençait puis que l'équipe s'installait, c'est souvent
On allait chercher du knowledge, des affaires qu'on connaissait ailleurs. Mais là, maintenant, c'est rendu tellement développé que c'est même nous autres qui développent quelques recettes pour les autres. Voilà, le but du Children Oncology Group, c'est que tu fais de la recherche, je fais de la recherche, tu me partages ce que tu sais et on se le partage. Un enfant qui est traité aujourd'hui pour une leucémie, on va utiliser un protocole qui n'existait pas avant-hier. C'est pas bien compliqué, là. Et moi, je suis parti à un moment donné, j'ai dit, tu sais, des fois, on s'illusionne de s'impressionner puis on s'invente de s'exister, là. J'ai dit, d'un coup, je suis en train de me raconter une histoire. Il faut que j'aille rencontrer le docteur Michon, peut-être 15 ans plus tard. Ça faisait 15 ans que j'étais dans le grand tour de roue et tout. Je le rencontre, je dis là, expliquez-moi au clair l'avantage et le bien que j'apporte à faire ce que je fais. Il m'a dit par 2 fois, c'est-tu vraiment une question que tu me poses? Donc, je suis allé chercher ce dont j'avais besoin. Moi, ici, le goût du gain est de continuer. Inévitablement, la recherche et l'équipe de recherche, parce qu'ils ne sont pas éligibles subventionnaires, au niveau provincial. Quand tu dis que tu vas chercher des choses pour toi, là, c'est que faire du bien, ça fait pas juste du bien aux autres, ça te fait du bien à toi. Énormément, Jeff. Exact. Énormément. Exact. Et je rencontre plein de monde. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore rencontrer du monde. Éric Saint-Gelais, qui est un copain d'Honda Charlevoix, on part dans son hélicoptère, on s'en va à Rivière-Pascagama. Il m'a donné un coup de main pour le grand tour de roue. À l'époque, ça m'a fait rencontrer plein de monde. Je sors un doré, j'ai tellement de misère en y tirant par la queue, j'ai peur d'y voir de la tête. Je trippe à côté d'embarrure. Avec le R44, on rencontre des Indiens. Mais c'est capoté. À un moment donné, plus dire des Indiens, on dit des... c'est quoi? C'est vrai. des Autochtones! Hey, on peut plus rien dire non plus. Non, je sais. Je suis capable. Ça, je suis capable. On peut plus. Ça peut plus être... Ça peut pas être crunchy quand tu ris de quelqu'un. Mais si tu te mettais une perruque blonde puis tu te mettais une robe, tu pourrais le dire. Mais là, vu que tu es un gars normal, un gars ordinaire. Ah, c'est mêlant. Non, c'est mêlant. C'est devenu difficile. Mais c'est très mêlant. C'est mêlant. Mais je rencontre. Alors, c'est ça. Toutes ces affaires-là aussi m'émergent dans plein de secteurs où Puis j'ai des amis extraordinaires. Tu sais, j'ai du monde extraordinaire autour de moi, tu sais, que je fais rire, mais ou qu'importe. Dan Bérubé d'XPN, Éric Letourneau, je pourrais te monter des gens, je les appelle, je vais voir les frères Tige, et j'aime ça. Alors, ça me donne beaucoup. Le grand tour de roue est une espèce de clé qui fait que le matin, quand je me lève, j'ai une histoire à les raconter. Je suis une machine à histoire. Ah, c'est parfait. C'est demain qu'on t'aime. Les gens font des dons comment pour l'édition de cette année? On s'en va sur ton site web pour te motiver pour ton excursion dans le bois. Exact. Raconte-nous un peu ce qu'ils doivent faire. Là. Alors, c'est simple. On va sur le site web, on donne de l'argent. Exactement. www.landrito.com. Tu fais un don sécurisé. Tu as ton reçu d'impôt. Puis tu peux me parler puis me jaser. Hey, je suis en train d'apprendre le mandarin. On s'en va? C'est quoi l'histoire? Bon, je vais arrêter ma musique. C'est quoi l'histoire? Je suis en train d'apprendre le mandarin. Le mandarin. Donc, tu as connu une chinoise. Ouais. Non. Puis, parce que moi, je suis bien captif. Tu sais, à un moment donné, j'entends quelque chose, puis paf. Pourquoi tu veux apprendre le mandarin? C'est quoi le but? C'est pas que je veux l'apprendre, j'ai pas le choix. Okay. Le matin, quand je m'en vais travailler chez Desharnais pour vendre mes tailleurs. Mes tailleurs, c'est une autre affaire. Il y a du monde qui m'appelle pour chausser des Porsche puis des affaires. J'ai jamais vu ça. Mon chum Carpentier m'envoie du monde de l'Ontario parce que je suis capable de retrouver des tailleurs à des places, puis là, avec mon anglais. Mais chaque matin, il faut que je passe au McDo. Bayo! Ouais, c'est ça, OK, je comprends, patente. Mais là, tantôt, tu vas toujours apprendre le pakistanais puis l'espagnol aussi. Là. Comme par exemple, tassez-vous ici, nous allons aller vous le porter. Tassez-vous ici, je vais aller le porter à toi. Est-ce que vous avez l'application McDo? Je peux toutes les traduire. T'es assaisi à force d'y aller, là. Je comprends le mandarin bien comme faut. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu passes à l'autre caisse pour aller payer. J'arrive à l'autre caisse. Bonjour. Il m'a compris. Il m'a répondu bonjour. J'apprends le mandarin. Hey, allez sur le site à Yves. Redonne l'adresse, Yves, pour te faire un don pour ton grand tour de roue. Ah ouais, go. Landrito.com. Salut, Jeff. Thank you de ton invitation. Love you, man. Et tu viens quand tu veux. T'es toujours invité chez nous. Salut, copain. Hey, c'est fait pour aujourd'hui. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Yes. Thank you à Reg également. Merci à Yves. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Radio Pirate Live d'aujourd'hui. Juste du bon sac. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com